Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre des conférences de la chaire Société civile, Transition urbaine et territoriale en Méditerranée, abritée par le lieu, qui est le laboratoire de notre institut d'urbanisme, mais aussi la Fondation Amidex, qui est l'initiative d'excellence de l'Université d'Aix-Marseille, nous sommes ravis d'accueillir Sylvain Grisot, urbaniste, fondateur de Dixit.net, une agence de conseil et de recherche pour la transformation de la ville basée à Nantes. Une agence dont je vous invite à consulter la plateforme Internet pour y découvrir le récit d'expériences alternatives, des entretiens avec des professionnels, des chercheurs, des militants associatifs, mais aussi des analyses et des mises en débat sur les nouvelles manières de repenser la fabrique de la ville. Sylvain Grisot, c'est aussi l'auteur d'un livre qui fait de plus en plus parler de lui, Manifeste pour un urbanisme circulaire, paru aux éditions Apogée en 2020, puis de nouveau en 2021, avec la préface de Philippe Biwix, auteur de L'âge des low-tech. Un livre intéressant à nos yeux parce qu'il décrit avec force et illustration le processus historique qui a conduit à la ville que nous connaissons aujourd'hui. Certes, dans d'autres contextes que ceux que nous observons ici, au sein de la chaire, qui nous amène à étudier plutôt les villes des rives sud et est de la Méditerranée, mais dont bien des caractéristiques peuvent être mises en comparaison. Nous y reviendrons. Un livre important également à nos yeux, parce qu'il vient nourrir la réflexion sur un des axes essentiels de nos interrogations, à savoir la manière de repenser la ville face à l'urgence du réchauffement climatique. Un livre qui vient interpeller enfin, parce qu'il a clairement une dimension engagée pour une ville frugale et résiliente. Comment donc faire avec ce qui nous a conduit à la situation actuelle? Comment lutter contre l'étalement urbain qui est l'un des symptômes de la production urbaine contemporaine et de l'imaginaire qui la porte? Comment repenser la fabrique de la ville sur la ville pour stopper ce qui grignote nos espaces naturels avec l'ensemble des dégâts environnementaux, économiques et sociaux que l'on peut imaginer? Comment faire naître enfin une ville certes plus densifiée, mais nouvelle dans sa conception et ses usages? C'est à ces questions que Sylvain nous convie en nous présentant des solutions portées par ce qu'il appelle des pionniers, des solutions conduites à l'échelle locale, initiées par des citoyens, des ingénieurs et des concepteurs, dans le cadre de partenariats publics-privés, des pouvoirs locaux, dans une multitude de domaines, mais des domaines souvent éclatés, limitant de fait leur portée. C'est donc la force du livre que de chercher à fédérer ces dynamiques pour faire système, notamment au travers d'un manifeste. L'urbanisme circulaire, à lire Sylvain, c'est d'abord ça, un concept fédérateur qui donne du sens et de la puissance à un ensemble de réflexions et de projets qui cherchent toutes et tous, parfois sans savoir, ou en tout cas sans forcément se le dire, à aller dans le même sens. Mais avant de lui laisser la parole, je vais passer le témoin à Wissam pour faire état des questions suggérées par la lecture du livre. Merci Emmanuel. En effet, le livre de Sylvain soulève plein de questions dont nous allons sans doute débattre. D'abord, il s'agit d'une question concernant le contexte actuel et global, celui du réchauffement climatique, qui va nécessairement mettre de plus en plus en tension le processus de densification, qui renvoie au fait de faire ou refaire la ville sur elle-même, et îlot de chaleur. Comment résoudre le problème d'une ville de plus en plus soumise à la montée des températures? Je sais que c'est une question que vous posez, Sylvain, et à laquelle vous apportez des éléments de réponse. Mais il y a inévitablement un traitement nouveau de la manière d'appréhender la densification pour que la ville ne soit pas un lieu de vie densifié qui devienne invivable. À partir de cela, il y a certainement des enjeux à voir naître une ville nouvelle, capable de faire face aux crises qui nous attendent. Et là, on ouvre quelque chose qu'on a encore du mal à imaginer, à anticiper,
La ville frugale à laquelle vous nous conviez est-elle suffisante? Et la ville résiliente, qu'est-ce que ça veut dire? Comment la faire naître? Sur ce point, les expériences manquent encore chez nous. Nous ne sommes que peu habitués dans le contexte à l'urgence et aux crises. C'est toute la problématique de la ville adaptable évoquée dans le livre, dont on parlera peut-être tout à l'heure, et qui est un enjeu majeur pour l'avenir. Ville adaptable, qui nécessite sans aucun doute d'aller voir ailleurs, dans des contextes où la ville a su être à l'écoute de la nature et de ce que celle-ci disait ou imposait aux hommes, et non l'inverse. Nous nous sommes habitués à un mode de vie et avons mis de côté la démarche dialogique dans notre relation avec la nature en la généralisant, globalisant, en la simplifiant à l'extrême, comme si cette relation n'en était qu'une. En réalité, elle présente des formes multiples en fonction des partenaires en présence. Ensuite, cette vie qui est devenue pour nous aujourd'hui la norme, que nous vivons et pratiquons chaque jour et dont nous nous plaignons, c'est nous qui l'avons construite et continuons à le faire. Il s'agit sûrement là d'un problème d'échelle. Échelle de documents de planification, échelle d'action et d'intervention, échelle d'acteurs, y compris les usagers et les interactions entre eux. Il y a aussi quelque chose qui nous intéresse ici tout particulièrement, l'implication habitante et citoyenne, le génie créatif au service du bien commun. Sur ce point, vous livrez le récit d'expériences très intéressantes qui suggèrent, au-delà de l'intérêt qu'elles représentent, que c'est par la construction d'un nouvel imaginaire et la coordination des acteurs qu'on peut y arriver. Il s'agit alors de revoir nos formes de gouvernance actuelles et la cartographie des acteurs sur le terrain, de revoir les compétences et profils des professionnels dont nous avons besoin, et surtout capables de travailler non seulement avec leur maître d'ouvrage, mais d'inventer des dispositifs pour impliquer les habitants et les usagers, bien évidemment. Ce qui me ramène au dernier point. On se rend compte aujourd'hui que la fabrique de la ville, dans ce contexte de transition climatique et sociétale, c'est d'impliquer tous ceux qui sont concernés, ceux qui la pratiquent, la vivent au quotidien. Ainsi, nos professionnels ne peuvent pas continuer à faire la ville comme on le faisait jusque-là. Ils ne peuvent pas continuer à improviser sur le terrain pour impliquer les autres parties prenantes. Ainsi, une question réelle se pose sur nos pratiques en tant qu'urbanistes, architectes, paysagistes, ce qui nous amène à interroger les manières d'enseigner avec lesquelles sont transmis les codes de ces pratiques professionnelles, à interroger la formation qui peut être un dispositif fournissant des indicateurs sur les caractéristiques de la pratique professionnelle qu'elle contribue à façonner, en même temps que celle-ci éclaire et oriente la formation et ses méthodes. Sur ces propos introductifs, on vous laisse avec Sylvain Grisot pour un exposé qui va durer de 45 minutes à 1 heure. Ensuite, on aura un temps d'échange d'1 heure. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Ensuite, on vous donnera la parole pour les poser. Nous vous informons également que cette conférence sera enregistrée. Sylvain, à vous la parole. Merci beaucoup pour cette introduction. Je ne suis pas certain d'arriver à répondre à toutes les pistes que vous lancez, qui au-delà de questions sont des réflexions pour le coup, et qui pour moi sont des réflexions en cours. C'est aussi ce que je vais vous partager aujourd'hui. Alors oui, j'ai commis un petit bouquin, enfin à force de dire qu'il est petit, en tout cas c'était l'objectif, il s'est épaissi en l'écrivant, hein, parce qu'il y avait besoin de plus. Mais ce n'est pas l'aboutissement d'une réflexion. Souvent, on écrit pour conclure. Moi, j'ai plutôt écrit pour ouvrir. Donc, c'est vraiment le début d'une réflexion qui est en cours et d'un travail qui est aujourd'hui un travail de recherche. Donc, je vais vous partager ça, vous partager aussi les surprises, parce que le processus d'écriture, c'est aussi un processus d'exploration et de découverte. Donc, j'ai découvert beaucoup de choses. Vous partagez ça aujourd'hui. Et avec évidemment essentiellement de l'intérêt pour moi, non pas dans ce que je vais dire, mais dans ce qu'on va pouvoir se dire après. Je pense que là, vous voyez mon écran. Alors, je vais pas j'ai un petit... Ouais, voilà. Je vais pas me présenter longuement, hein, ce n'est pas du tout l'objet de la rencontre, mais c'est toujours important de savoir d'où on parle.
d'où on parle et d'où on vient. Déjà, d'où je viens, d'Aix-en-Provence, hein, donc soulignons-le. Quand j'ai parcouru, usé les bancs de l'IUAR, c'était l'IAR encore à l'époque, et c'était de la formation continue. Moi, j'ai une activité au sein de ma société qui s'appelle Dixit.net, une activité essentiellement de projet, hein. Donc, je suis plutôt, enfin, je viens du concret, je viens de la mise en application des projets de fabrication de la ville sur la ville, hein, plutôt du conseil, très en amont de projets de reconversion de sites, de transformation de sites existants, de changement d'usage de sites urbains. C'est un travail aussi qui m'a amené à des besoins de prise de recul, de réflexion et aussi d'enseignement, hein. C'est aussi un bon moyen de prendre du recul là-dessus. L'enseignement, c'est le temps où on doit expliquer et finalement on est obligé de comprendre. Alors, excusez-moi. Ouais, bon. Et puis du conseil, c'est finalement ce qui est issu de ce travail de recherche, hein, tout le travail sur le bouquin qui amène du conseil. C'est aujourd'hui, on a fait pivoter l'organisation de façon à avoir une activité auprès des donneurs d'ordre, de façon à remonter dans la chaîne de valeur et finalement, plutôt que de faire 10-15 projets par an, d'en faire par beaucoup d'autres, au travers notamment de l'intervention auprès des donneurs d'ordre. Alors, je voulais vous partager ça, la sensation d'une impasse, une sensation qu'on est nombreux à avoir pratiquée, à avoir partagée dans l'acte professionnel, hein, dans notre travail au jour le jour sur des opérations d'aménagement. Quelques petits rappels, hein. Alors je ne vais pas vous faire tout un scénario là-dessus, mais vous savez, on va être de plus en plus nombreux. Enfin, il y a un moment, ça se tasse, hein, autour de 2060, 2065. A priori, on devrait avoir une courbe qui s'aplatit, hein. On regarde beaucoup les courbes aujourd'hui. La population urbaine ferait qu'on devrait être 2050. On devrait être 10 milliards. Excusez-moi, un livreur Amazon. On devrait être 10 milliards d'ici 2050. 10 milliards, certes, mais de plus en plus d'urbains, hein, associés à ça. Alors, qui dit plus de population urbaine, dit évidemment plus de villes. Il y a une forme de relation d'équivalence, une forme de logique, une équation qui se transforme avec un accroissement de la surface de la ville. Alors, ça donne ça, hein. C'est l'aménagement progressif des franges de la ville, cette conquête, alors qui prend l'image de cette viabilisation en cours, mais qui peut prendre aussi des images un peu moins bucoliques, hein, de cette ville qui dévorerait la campagne pour construire ses habitants. Alors, vous le savez, hein, vous avez déjà entendu ce type d'intervention, donc je suis censé démarrer comme tout bon ministre depuis une bonne quinzaine d'années, hein, en vous énonçant une vérité que tout le monde connaît, hein, c'est qu'en France, on consomme l'équivalent d'un département tous les 10 ans. Alors, ce n'est pas tout à fait aussi précis que ça. Donc, la ministre de l'écologie précisait ça, hein, la dernière version que j'ai pu entendre, c'est l'équivalent d'un département comme la Drôme, hein, tous les 10 ans. Donc, on raffine les choses. Avant, c'était tous les 7 ans. Si vous regardez sur Google, il y a eu toute une époque sur laquelle on avait une autre évaluation, jusqu'à Nicolas Sarkozy, hein, qui a dit que c'était un département tous les ans, mais on sait que parfois, il a tendance à en rajouter un petit peu. Alors, j'ai une excellente nouvelle pour vous. En fait, la croissance de la ville en France, ce n'est pas un département tous les 10 ans, c'est un département tous les 20 ans. Donc, c'est beaucoup moins grave qu'on ne le dit. Ça veut dire aussi qu'on nous raconte n'importe quoi et ça veut dire qu'on tente de qualifier de problème quelque chose qu'on n'est même pas capable de mesurer correctement. On a des données à peu près fiables. Alors, évidemment, on peut toujours discuter de la virgule, mais c'est quand même des données fiscales. Donc, s'il y a bien un truc qui fonctionne, c'est les impôts. On a des données à peu près fiables depuis 1 an et demi. Hein, c'est finalement assez restreint et finalement, c'est assez limité. 30 000 hectares par an. 30 000 hectares par an, c'est quand même pas rien. C'est une vingtaine d'aéroports Notre-Dame-des-Landes tous les ans. Il n'y a pas de manifestation dans les centres-villes de Nantes. C'est 375 Europa City et il n'y a pas de tribune dans Libération, 5 stades de foot, hein. Et pour autant, on n'en parle pas autour du Vélodrome. Ça, c'est 5 stades de foot, non pas tous les ans, mais toutes les heures. Donc, on est sur des surfaces absolument massives, mais qui sont diffuses. Alors, qui sont diffuses où ? Qui sont diffuses un peu partout sur le territoire, mais pas n'importe où sur le territoire. Évidemment, on va retrouver la géographie de nos villes, de nos métropoles régionales dynamiques, la géographie du littoral qui se développe, etc. etc. Ça, c'est la consommation d'Enaf. Donc, ce n'est pas le pâté Enaf, hein, le pâté breton, c'est les espaces naturels, agricoles et forestiers.
consommation des naves qui tendrait finalement à confirmer une géographie du développement en France. Alors, quand on zoome un peu, ce n'est pas tout à fait le cas. En fait, on s'aperçoit que la surface de la ville croît 3 fois plus vite que la population en France. Donc, on a peut-être une équation, mais qui n'est pas directe entre les deux items. Et puis, si on zoome encore à une échelle régionale, Pays de la Loire, où j'habite, et Bourgogne, des régions alors avec des crus extrêmement différents, hein, j'en conviens tout à fait, mais qui ont des surfaces très proches. En fait, on a eu, sur la période 2010-2015, une très forte croissance de la population des Pays de la Loire, mais aussi une croissance des emplois avec, parallèlement, une stagnation de la population en Bourgogne, voire même une décroissance de l'emploi. Et pour autant, la Bourgogne a consommé un tiers de ce qu'ont consommé les Pays de la Loire. C'est-à-dire qu'à l'échelle régionale, une région qui tourne à vide, entre guillemets, en tout cas qui ne connaît pas de croissance, consomme quand même du sol. Pire, on a un quart du foncier consommé pour des usages d'habitat, donc on parle bien des lotissements, hein, qui sont réalisés dans les communes qui perdent des habitants en France, et elles sont nombreuses. Un quart de ce sol est donc dans des territoires qui, pour autant, voient leur population décroître. Ça veut dire que, en fait, on n'a pas d'équation. On n'a pas de relation entre, d'un côté, la croissance de la population, voire même la croissance de l'emploi, et de l'autre côté, la consommation de sol. C'est pour ça qu'on parle d'étalement, hein. On a une inefficacité de la consommation de sol urbain qui amène finalement très peu d'espace, très peu d'usage urbain. On consomme de plus en plus de sol pour de moins en moins de services rendus. Alors, ça a quelques impacts, et ça, vous vous en doutez. Évidemment, des impacts environnementaux, atteinte directe au milieu, mais aussi fragmentation des milieux, que ce soit directement par les aménagements ou les infrastructures, que ce soit par le hard, hein, l'occupation des sols, mais aussi par la luminosité, par le bruit, etc. etc. Aussi des enjeux agricoles. Alors, on dit souvent, hein, et c'est vrai, que depuis la Seconde Guerre mondiale, on a perdu beaucoup de sols agricoles, mais notamment liés au changement de pratiques, y compris des pratiques induites par la politique agricole commune avec des formes d'enfrichement, hein. Alors, c'est vrai, mais c'est vrai sur le temps long. C'est faux sur les 20 dernières années. Quand on reprend les données, on s'aperçoit que la consommation des sols, que la ville se construit essentiellement sur des sols agricoles de façon de plus en plus polarisée. On est sur les dernières séquences depuis les années 2000, entre 95 et 96 des sols qui servent à fabriquer la ville, qui sont des sols agricoles. Ça tombe assez mal, hein, puisqu'on a divisé par 2 notre surface agricole utilisée par habitant, hein, augmentation de la population d'un côté, baisse de la surface agricole utile de l'autre. Et puis, on a une stagnation des rendements constatée depuis 2000. Ça veut dire que la révolution verte s'est éteinte, elle n'a plus lieu, hein, et aujourd'hui, on a un tiers de nos espaces agricoles qui sont en dehors des limites qui nous nourrissent, qui sont en dehors du périmètre de l'Hexagone. Ça veut dire qu'on est aujourd'hui dans une situation de dépendance par rapport à des tiers. Donc, on n'est pas en train de parler de préserver une capacité exportatrice de la France. On est en train de parler de sécurité alimentaire et donc de résilience dans un contexte qui est celui que vous connaissez, qui est à la fois le contexte du réchauffement climatique qui vient fragiliser la production, mais aussi dans des enjeux, dans un temps, dans un moment fort, qui est un moment de transition des pratiques vers l'agroécologie, mais aussi transition démographique dans le tissu agricole, avec notamment des enjeux de maîtrise des sols qui sont extrêmement importants. C'est qu'on est à un moment charnière sur lequel, globalement, tout porte à croire qu'on aura de plus en plus besoin de sol, ne serait-ce parce qu'on est plus nombreux, mais simplement parce qu'on va avoir des modes de production qui nécessiteront plus de sol. Et pour autant, on consomme donc pas loin de 30 000 hectares par an. On a aussi des conséquences économiques. Alors, tous les chiffres sont différents, hein. Tous les chiffres qui viennent comparer les coûts d'investissement entre, d'un côté, la ville étalée et de l'autre côté, la ville dense. Tous les chiffres sont différents en fonction des pays, en fonction des opérations. Les échelles sont difficiles à mesurer, mais tous les chiffres vont dans le même sens. La convergence, elle est là. La ville étalée coûte plus cher. Et il y a une forme de rationalité à tout ça, hein. On a des économies d'échelle qui sont associées à l'acte d'aménager, à l'acte de construire. Si vous mettez plus de maisons pour le même linéaire de voirie, voilà, la voirie va coûter moins cher proportionnellement par logement. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que ça. On a une logique d'économie d'échelle dans l'essentiel des infrastructures et des services urbains, à la fois en termes d'investissement, mais aussi d'exploitation.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des coûts qui ne sont pas visibles, mais qui sont beaucoup plus importants sur la ville diffuse que sur la ville dense et qui sont aujourd'hui répartis, non pas en fonction des occupants, hein, mais qui sont répartis de façon extrêmement masquée sur une comptabilité qui dissocie déjà l'investissement de la gestion et qui en plus tend à neutraliser et à afficher des coûts qui sont des coûts forfaitaires à chacun. Vous payez le même ticket de bus quand vous êtes dans un minibus qui sillonne la campagne aixoise ou quand vous êtes dans un bus à haut niveau de service. Pour autant, le coût pour la société, le coût pour les impôts n'est absolument pas le même. C'est des coûts cachés. C'est aussi une prise de risque et une épée de Damoclès qui a déjà commencé à marquer le développement des collectivités locales américaines. C'est-à-dire qu'on a surinvesti sur le développement des réseaux, sur le développement de la tâche urbaine, mais sous-investi sur les gros investissements, les gros réinvestissements, pardon, les gros entretiens sur les infrastructures urbaines. Un exemple, on a dévoyé une partie importante des financements d'entretien des réseaux d'eau en France au bénéfice de l'extension de ces réseaux. C'est une épée de Damoclès sur les finances publiques, les finances locales notamment, parce qu'il va bien falloir les faire, ces remplacements des réseaux primaires. Or, aujourd'hui, on est en retard sur ces réinvestissements sur les réseaux existants. On a des ruptures de services aux États-Unis avec des collectivités qui ne savent plus entretenir, reboucher les trous de la route ou changer simplement les canalisations plombées d'alimentation en eau potable. C'est aujourd'hui une menace sur nos finances publiques locales. Et puis, on a aussi créé ces 20 dernières années une forme d'urbanisme à fragmentation. Alors, on l'a vu avec les gilets jaunes autour des ronds-points du Leclerc, qui disent quelque chose, quoi qu'il en soit de tout ça, même si beaucoup ont fait l'exégèse de leurs propos. Quoi qu'il en soit, ils posent bien des questions qui sont associées à des formes de mobilité, certainement pas que la mobilité automobile, la mobilité du quotidien, mais aussi une mobilité du temps long, une mobilité géographique qui font que beaucoup de ménages font le choix, ou en tout cas ont la sensation de faire un choix en quittant la métropole, en quittant les centres urbains, alors qu'ils n'ont pas le choix. Aujourd'hui, l'augmentation des valeurs fait qu'on a une forme d'éviction sociale d'une bonne partie du territoire national pour des revenus moyens, des revenus normaux, et notamment les familles qui sont sorties du centre des métropoles, ne serait-ce que par la question des valeurs du logement et aussi des trajectoires résidentielles associées. Donc, on a cette mobilité-là et puis, évidemment, le socle d'une mobilité sociale et ces sensations d'enfermement associées. Alors, je prends une image là-dessus qui me semble assez parlante autour de Toulouse. Si on prend les tranches d'âge aujourd'hui et qu'on prend Toulouse, la ville-centre, Toulouse Métropole, les 30 communes de la métropole administrative, et puis la zone d'emploi, donc qui est finalement la métropole réelle, c'est-à-dire l'ensemble de ces communes qui sont dépendantes de Toulouse Métropole pour le rapport à l'emploi. En fait, une fois qu'on a enlevé les naissances et les décès, qu'est-ce qu'on constate? On constate que Toulouse n'attire personne, ou plus exactement, Toulouse rejette toutes les tranches d'âge, sauf les étudiants. C'est un fait qu'on va retrouver sur pas mal de territoires. Finalement, une attractivité qui est extrêmement polarisée sur une tranche d'âge, dans un processus de vie, et que vont quitter Toulouse les enfants et leurs parents. Souvent, les uns suivent les autres, vous savez. Et ils vont aller où? Pas dans la métropole, mais plus loin. Pas dans les villes dortoirs, donc en périphérie, et ils vont aller nourrir évidemment ces trajets pendulaires domicile-travail, notamment à l'heure d'ouverture des usines Airbus. Et puis avec tout ça, on a évidemment une impasse climatique. Je ne vais pas vous faire un dessin sur les enjeux climatiques. Par contre, un petit rappel, on stocke beaucoup de carbone dans les sols. Non seulement on stocke beaucoup de carbone dans les sols, évidemment des forêts. Alors vous savez qu'on stocke plus de carbone dans le sol d'une forêt que dans le bois des arbres de cette forêt, mais aussi dans les prairies, mais aussi dans les sols agricoles. Mais en plus, les seuls perspectives de stockage, de géo-ingénierie permettant de stocker du carbone réellement envisageable sont associées au sol agricole. Et notamment l'idée avec les techniques dites de biochar, de mettre du carbone, de stocker du carbone directement dans les sols agricoles. Donc on a une capacité aussi de surstockage qui est possible. Alors, on a cette capacité à partir du moment où, évidemment, on maintient ces sols à la fois ouverts, disponibles et aussi en culture.
Et puis, la façon dont on habite, le lieu où on habite est associé directement à l'empreinte carbone des Français. La moitié de notre budget carbone, il est associé à notre maison et à notre voiture. Donc, le lieu où on habite est évidemment absolument essentiel. Donc, vous voyez bien que dans l'équation, ça va être un élément sur lequel il va nécessairement falloir travailler dans les prochaines années. Évidemment, donc j'ai parlé de la voiture, l'impact carbone de cette surmobilité automobile est évidemment un effet induit de l'étalement urbain qui est massif. Or, aujourd'hui, on arrive sur un système automobile qui ne marche plus. Ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. À Aix, on a une thrombose du système, une forme d'asphyxie, puisqu'en rajoutant de la voiture, à un moment, ça ne marche plus. Ça encombre et on a compris, même si on le sait depuis les années 60, que le réinvestissement dans les infrastructures ne fait que retarder le moment où l'engorgement viendra. Alors pendant ce temps-là, on a quand même des dépenses importantes qui sont aujourd'hui liées à la commercialisation des véhicules, puisqu'on a dépensé en 2019 1 500 € de publicité par véhicule vendu en France. Donc, on a un effort pour vendre la voiture liberté. Et aujourd'hui, évidemment, ce n'est plus un facteur de liberté. Alors, la voiture, c'est la conséquence de l'étalement urbain, mais c'est aussi la cause de l'étalement urbain. En fait, on est sur une boucle de rétroaction. Et je crois que c'est important d'y revenir. En tout cas, moi, j'ai redécouvert des choses en me reposant la question, finalement, de ce qui est une évidence quand on fait un plan d'aménagement, que sont ces places de parking, en me posant la question de l'évidence de ces infrastructures et finalement de la capacité de la voiture de nous permettre d'habiter où on veut, d'implanter où on veut un certain nombre d'espaces urbains. Alors, petit retour en arrière. 1908, la première Ford T sort des usines de Détroit. Alors, vous savez, la Ford T, ce n'est pas une invention technologique, mais c'est une révolution, puisque c'est l'invention de l'industrie. Alors, petit rappel, ce travail à la chaîne, ce qui le caractérise, c'est qu'à un moment, on n'a pas un poste de travail où on fait tout, c'est qu'on a une hyper spécialisation. On ne fait qu'une chose, une petite chose, mais on le fait bien, et on ne fait que ça. C'est ça, le travail à la chaîne. C'est une spécialisation des acteurs. Chaque poste de travail fait une chose, le fait bien. Et on cherche à minimiser les interactions, les interfaces entre les différents postes de travail. Gardons ça en tête pour la suite. 1908, sortie de la Ford T, qui marque finalement le développement, une forme de démocratisation de la voiture. Alors, on pourrait imaginer que c'est allé vite. 1900, 5e avenue, New York, c'est le jour de Pâques, grande parade. Donc, on prend des photos. 1900, on a des calèches et une voiture. 1913, on a une calèche et des voitures. La sensation d'une révolution technologique équivalente à la révolution du smartphone. En 10 ans, New York est... Ouais, on vous entend là, vous avez votre micro ouvert. Une révolution extrêmement rapide, mais attention, en fait, ça ne s'est pas passé aussi vite qu'on ne pourrait le croire. En fait, les années 20 aux États-Unis ont été un moment de débat extrêmement important, puisque la voiture s'est glissée dans un système urbain qui n'était absolument pas adapté à un véhicule qui va vite. On avait déjà des vélos, des calèches, des chevaux, des piétons, sans hiérarchisation de l'espace public, avec parfois des trottoirs, mais le trottoir n'était pas l'espace réservé du piéton, c'était un moyen aussi, dans certains cas, dans les villes qui avaient des trottoirs qui étaient équipés, un moyen de finalement naviguer au-dessus du crottin de cheval. C'est plutôt sur des vocations sanitaires que des vocations d'organisation de l'espace public que le trottoir existait. Et on a la voiture qui fait irruption dans ce système-là. Je vous invite à regarder les films qu'on trouve du tout début du XXe siècle. Ils sont assez effrayants parce qu'en fait, on a des piétons qui traversent n'importe comment, n'importe où, et avec l'impression qu'ils vont tous mourir, mais non, ils s'évitent les uns les autres. Et finalement, on a un système qui marche à rythme lent. Et là-dedans, la voiture arrive et fait des milliers de morts aux États-Unis. C'est réellement ça, c'est l'hécatombe dans les rues américaines et avec des débats au Parlement d'un certain nombre d'États où est mis en débat l'interdiction de la voiture dans la ville ou l'imposition de régulateurs de vitesse de façon à limiter drastiquement la vitesse. Il y a un travail important qui est fait à ce moment-là, à la fois par l'État fédéral mais aussi les automobiles clubs et l'ensemble des producteurs de véhicules parce que c'est... le développement de l'automobile est évidemment important pour l'industrie automobile, mais il est surtout important pour l'industrie pétrolière, puisque le début du XXe siècle, c'est le moment où l'industrie pétrolière perd son marché essentiel, qui est le marché du kérosène. Alors, les kérosènes ne servaient pas à faire voler des avions à l'époque, ils servaient à éclairer
et à éclairer les maisons notamment. Et le début de l'électrification aux États-Unis fait qu'on a une chute extrêmement brutale de la consommation de kérosène, et l'essence, qui était avant un sous-produit, plus exactement un déchet des processus de raffinage et qui est balancé à la rivière, devient finalement le produit phare, et on a besoin de l'écouler. Et on l'écoule comment? Avec le développement du parc automobile. Sauf qu'il ne faut pas qu'on ait cet échec, hein, et ces formes d'interdiction. Et donc, on invente un personnage, et la vie de ce personnage, je trouve, est très informant sur les enjeux de communication, de dialogue, disons-le, de propagande ou d'ingénierie sociale sur les grands moments de transition. Et il y a un vrai travail, un vrai investissement dans un personnage qui est Mr. Jay Walker. Donc, Jay, je l'ai traduit comme Pecno, je n'ai pas trouvé mieux, mais si vous avez mieux comme traduction. Jay Walker, donc le Pecno qui marche, hein, vous voyez. Et Mr. Jay Walker, en fait, il ne s'est pas traversé. Il ne s'est pas traversé, il se fait écraser, à tel point qu'il y a des grandes campagnes de manifestation, il y a des publicités dans la rue, il y a des affiches qui sont collées. Et le slogan, c'est « Il faut exterminer Mr. Jay Walker et toute sa famille ». On est loin de faire, vous voyez, les publicités béni oui oui pour le port du préservatif en France. Hein, c'est une communication qui est extrêmement violente et qui revient à retourner finalement la responsabilité de l'accident. Ce n'est pas la voiture qui renverse le piéton, c'est ce Pecno qui n'est pas un civilisé, qui n'est pas un urbain, qui ne sait pas traverser. À tel point que quand on a la première réglementation à Los Angeles, épicentre de la culture automobile en 1925, qui vient interdire aux piétons de traverser n'importe comment, donc qui vient l'obliger d'attendre que le feu soit vert, traverser sur les passages cloutés, etc., etc., les policiers n'ont pas besoin de verbaliser. Il leur suffit de siffler et de montrer du doigt. Et c'est la honte qui permet finalement de retourner le gant et de commencer la transformation, l'adaptation de la ville à la voiture. Et là, je suis en train de parler de 1925 à Los Angeles. Ça n'a vraiment commencé que là, c'était il y a moins d'un siècle. C'est là où on a le croisement des courbes, où on a moins de chevaux en circulation aux États-Unis et beaucoup plus de véhicules. L'explosion se fait évidemment après la Seconde Guerre mondiale. C'est aussi à ce moment-là, 1924, où on invente les premières boîtes de nourriture pour chiens aux États-Unis, parce qu'après les piétons, les deuxièmes victimes de l'irruption de la voiture dans la ville sont les chevaux qui finiront dans ces boîtes de nourriture pour chiens. La troisième victime, c'est le tramway électrique qui fait les frais d'un travail concerté, piloté par General Motors, de récupération de ce qu'on appellerait aujourd'hui les délégations de services publics sur le transport urbain aux États-Unis à partir des années 30. Et donc, on va avoir une récupération de ces marchés publics jusqu'à la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, avec la suppression des tramways électriques, le remplacement par des bus, de façon à faire de la place à la voiture et d'avoir de nouveaux consommateurs aussi, à la fois de matériel roulant, mais aussi de gomme, hein, puisqu'on a dans ces alliances qui ont été documentées depuis, hein, avec des vraies manipulations des marchés, on a l'ensemble de la chaîne de valeur automobile qui est présente. Sauf que je ne vous ai toujours pas parlé d'étalement urbain. En fait, on arrive à la Seconde Guerre mondiale, on a commencé à adapter la ville à la voiture, on n'a toujours pas parlé du territoire. On n'a toujours pas d'étalement urbain. Il ne naît qu'après la Seconde Guerre mondiale, avec l'invention d'un modèle, le modèle du suburb, qu'on connaît aujourd'hui, en périphérie de New York. Alors New York a connu un destin, on pourrait dire tragique, hein, avec un équipement autoroutier important dans les années 30, qui a rendu aussi accessible sa périphérie. Un des fils Lewitt Sons, c'est une entreprise familiale, hein, une entreprise générale de construction, on dirait en France, qui faisait du logement individuel avant la Seconde Guerre mondiale. Et un des fils Lewitt, en rentrant de la campagne d'Europe qu'il a passé dans le génie, se décide à adapter en fait les modes productifs du génie américain au logement individuel, et notamment la standardisation et la préfabrication hors site. Et donc, il décide de construire des maisons standards. Et on va retrouver finalement cette logique d'industrialisation qu'on a avec la Ford T. Henry Ford disait les Américains ont le choix de la couleur tant que c'est noir. Hein, c'est ça la standardisation. Donc, toutes ces maisons sont les mêmes. Ce qui permet d'avoir évidemment des économies d'échelle, mais qui dit logement standard nécessite aussi foncier standard. Et quoi de plus standard finalement qu'un champ ? Et donc, ces champs devenus accessibles
sont finalement ciblés pour la première fois par l'entreprise Lewitt & Sons qui fait l'acquisition de champs de patates, comme on dit, mais aussi de champs d'oignons, hein, variation sur le thème, pour faire les premiers quartiers réellement monofonctionnels en périphérie urbaine. Et on retrouve dès le début cette trame spécifique du suburb, monofonctionnalité, donc que du logement, la dépendance à la voiture pour aller aux autres services, mais on retrouve aussi un mode de fabrication de la ville. C'est une fabrique de la ville spécifique qui s'invente à ce moment-là, avec une initiative privée qui est au cœur de tout ça, et au cœur de tout ça, un mode de financement qui est associé, qui est l'endettement des ménages. Les Lewitt Towns sont réservés aux anciens combattants qui bénéficient à l'époque de garanties d'emprunt par l'État fédéral américain. Ça permet, au travers de ça, de lever des financements. Et en plus, on a une forme d'homogénéité sociale parce que les premières Lewitt Towns sont réservées aux Blancs. Alors, ironie de l'histoire, Lewitt & Sons fait faillite en 2007 à cause de la crise des subprimes, donc qui est liée directement au surendettement des ménages américains pour l'acquisition de leur résidence principale, donc finalement à l'effondrement de l'économie qu'ils avaient largement contribué à inventer. Mais entre les deux, il s'est passé beaucoup de choses, notamment la diffusion de ce modèle, alors par Lewitt & Sons, mais pas que, par d'autres opérateurs, qui est plus tardif qu'on ne le croit. En fait, ça se fait vraiment dans les années 60, avec notamment un grand plan d'investissement à partir de 1956 dans les infrastructures autoroutières qui est lancé par Eisenhower. Un plan d'investissement dont l'objet est essentiellement la défense du territoire. Eisenhower a été à la fois traumatisé par une traversée d'est en ouest des États-Unis qu'il a fait en 1919 avec une colonne de véhicules de l'armée américaine qui a été une vraie catastrophe. Ils ont abandonné des dizaines de véhicules, ils ont été obligés de construire des ponts, etc., etc. On ne peut pas traverser le pays, il n'est pas possible de traverser le pays, mais en plus, il a été marqué par sa fréquentation du réseau autoroutier construit par Hitler dans les années 30 en Allemagne. Donc, il décide de transposer ce modèle-là à partir de 1956 avec un grand plan d'investissement autoroutier qui fait que les États-Unis s'équipent dans les années 60, mais donc que le modèle peut se déployer et il se diffuse complètement sur le territoire. Et finalement, la transposition en France est tardive, puisque déjà la transposition, l'importation finalement du modèle de la maison standard se fait dans les années 60, et non pas après la guerre, avec notamment la naissance de la maison Phoenix, qui est bien la maison industrialisée, la maison standardisée, et puis aussi le développement des infrastructures autoroutières et routières en général, qui décolle réellement uniquement après les années 70. Mais surtout, on a un grand virage qui est fait avec comme symbole Albin Chalandon, un grand virage qui est fait donc à la toute fin des années 60, plutôt début des années 70, avec l'abandon du modèle de production de la ville, cette fabrique de la ville qui a refabriqué le modèle de la reconstruction, c'est-à-dire la priorité donnée au logement locatif, notamment au locatif social, avec comme fer de lance les bailleurs sociaux, des acteurs publics, et puis aussi une forme urbaine qui est associée à tout ça, qui est notamment le grand ensemble. Abandon complet de ce modèle-là au tout début des années 70, avec comme symbole la chalandonnette, sur lequel à la fois on repasse sur des formes d'initiatives privées, et c'est là où on va voir naître, avec un certain nombre de lotisseurs, qui ne s'appelaient pas encore comme ça, on va voir naître les gros groupes du BTP qui sont aujourd'hui les grandes majors, mais aussi le choix d'une autre forme urbaine, qui est le pavillon, qui naît à ce moment-là, enfin qui se développe très, très, très clairement à ce moment-là et qui rentre en tout cas dans le discours de l'État plus exactement là-dessus, et aussi l'éloge de la propriété privée. L'éloge de la propriété pour les Français, c'est finalement la naissance d'un slogan qui va revenir de façon itérative depuis sur une France de propriétaires. Alors vous allez me dire, politique de droite évidemment, et de gauche. C'est le en même temps de l'époque, puisque en fait, on voit décoller vraiment ce modèle pavillonnaire, ce modèle du lotissement, uniquement après la décentralisation. C'est en donnant les clés du POS, du plan d'occupation des sols à l'époque, au maire, que finalement, on a vraiment le développement du modèle un peu partout sur le territoire qui se fait parallèlement au développement des infrastructures routières. Donc là, on est vraiment autour de 82-83, mais donc autour de 85, enfin milieu des années 80, où on a un certain nombre de communes qui redeviennent accessibles, à la fois par le développement des infraroutières et parallèlement par l'équipement des ménages. Accessibles pour qui ? Pour les urbains. Et finalement, qui sont en capacité de se réinventer un modèle avec des maires qui font le job. Très clairement,
en réinventant un modèle de développement différent, sur lequel on accueille de nouvelles populations, souvent à pas compter, de façon mesurée, au travers notamment de la création de lotissements communaux, souvent à l'entrée du village. Et c'est à ce moment-là on voit repartir les courbes de population de ces communes-là, qui ont en général très mal vécu les phases de l'exode rural de l'après-guerre. Il y a une forme de revanche là-dessus et aussi une capacité de ces élus à inventer un système qui leur permet de maintenir l'école, de maintenir les services publics, etc. etc. Et c'est ce modèle conjoint, hein, finalement, à la fois un modèle urbain, une forme de fabrique de la ville, mais aussi un consensus politique autour de ce modèle de développement qui va créer la ville, hein, depuis finalement peu de temps. Parce que gardons en tête que ça veut dire que ça fait moins de 50 ans qu'on fait la ville comme ça. Et vous voyez, on a le développement de ces taches rouges, hein, qui sont les lieux où on dort, mais les lieux où on ne travaille pas, avec une forme de polarisation et l'accueil de ces urbains qui viennent habiter ici, mais qui ne travailleront pas là. On les appellera plus tard les périurbains. Alors tout ça est associé évidemment à la croissance des mobilités, hein, à la fois une prise de vitesse, mais aussi prise de distance et émission de CO2 pour arriver à l'impasse dont je parlais tout à l'heure. Alors constatons par rapport à ces effets, à l'histoire de tout ça, qu'on est quand même dans un cycle qui n'est pas tout à fait nouveau. Et en fait, on parle du problème depuis assez longtemps. La loi SRU dit tout. Elle donne même des clés au système en créant de nouveaux outils, au travers du PLU notamment, mais pas que. Elle pose le constat. Alors, on ne parle pas encore de réchauffement climatique, mais la loi SRU a 20 ans quand même. Et pour autant, on est toujours face au même problème. Il y a 10 ans, on a Télérama qui titrait sur la France moche. On a eu un beau débat dans la profession, mais il ne s'est pas passé grand-chose non plus dans la réalité. Puisqu'en fait, la seule baisse qu'on a pu connaître du rythme d'artificialisation, hein, cette consommation de sol, elle est liée directement, une fois de plus, à une crise importée des États-Unis, avec l'impact de la crise des subprimes sur à la fois l'économie de l'immobilier, mais aussi les finances publiques locales. Mais je vous rassure, 2016, 2017 et 2018 sont des années qui ont vu une stagnation, voire une augmentation dans certains territoires de la consommation de sol. On constate qu'on a une reprise. Alors, nouvelle étape, hein, avec une loi qui va passer au Parlement dans quelques jours sur le zéro artificialisation nette. Alors, excusez-moi, il n'y a pas de logo officiel encore, donc j'ai trouvé que ça. Zéro artificialisation nette, qui est une nouvelle étape, hein, donnée, franchie de mise en pression, de l'étalement urbain. On est, une fois de plus, encore essentiellement sur une logique de prohibition, hein, en montrant du doigt l'étalement urbain, mais pour autant, on est loin de mettre en œuvre réellement les alternatives concrètes. Et l'enjeu, il est bien là, et c'est sans doute là-dessus qu'on est en échec depuis une vingtaine d'années. Sans doute, la réponse n'est pas législative, même si, évidemment, le cadre législatif est nécessaire. Et sans doute, au-delà de la prohibition, c'est les alternatives qu'il faut mettre en avant, qu'il faut mettre en œuvre. Puisqu'on est face à un problème de modèle. On a fait le choix, donc il y a moins de 50 ans, de retourner la fabrique de la ville, hein, et globalement de concentrer toute notre action, tout notre travail sur globalement la production de neuf en étalement. Et on le fait très bien. Et on a une transposition de tout ça dans un processus industrialisé sur lequel chacun a son rôle, de l'agriculteur auquel qu'on paye fort peu toute l'année, toute sa vie professionnelle, mais qui quand même trouve sa revanche au moment de la retraite, au lotisseur, à l'aménageur, qu'il soit public ou privé, aux maires, aux citoyens, aux ménages, aux entreprises, etc., etc., etc. Tout le monde dans cette chaîne de valeur trouve finalement un intérêt direct, un intérêt social, un intérêt politique, à consommer toujours plus de sol et toujours plus en périphérie et à construire toujours plus, et c'est directement associé. Un exemple, toute politique publique en France doit se traduire par un ruban coupé et donc par une forme bâtie, hein, par une construction. Et donc, on a vu se multiplier en périphérie de nos villes et de nos villages des équipements publics monofonctionnels, isolés comme autant d'objets qui sont posés là pour être vus. Alors, c'est ça le nouveau normal qu'on a inventé il y a moins de 50 ans. Hein. C'est la dissociation des fonctions, leur éloignement par les infrastructures, mais aussi la dissolution de la ville. Finalement, on a inventé une ville diluée. Diluée dans quoi? Dans ses infrastructures. Tout à l'heure, Wissam, tu parlais de cette question
de l'impact des îlots de chaleur, etc., etc. Mais il se trouve qu'en fait, le regard n'est pas apposé sur le bâti, le regard est apposé sur les infrastructures. 48% de ce qui fait la ville, hein, de ce qui n'est pas espace naturel, agricole et forestier, c'est aujourd'hui des routes, des parkings, des infrastructures LGV. Hein, on a dissous la ville finalement en faisant essentiellement quoi? Non pas du béton, mais de l'enrobé d'un côté et du gazon de l'autre, notamment dans les zones d'activité. Alors, l'urbanisme circulaire, qu'est-ce que c'est là-dessus? C'est une révolution? C'est un nouveau modèle? En fait, vous allez voir, pas du tout. C'est plutôt une clé de lecture. Je ne sais pas encore si c'est un concept. En tout cas, il n'est pas du tout stabilisé scientifiquement. Je vous prie de croire qu'on y travaille. C'est aujourd'hui une clé de lecture qui est associée à la transposition des principes de l'économie circulaire à la fabrique de la ville. Oui, parce que pour moi, l'urbanisme, ce n'est pas une discipline, c'est encore moins une science, c'est un processus. C'est la ville qui se fait, c'est la ville qui avance. Alors, elle avance comment? En fait, finalement, la matière première de la ville, hein, au même titre que le plastique sert à faire des jouets qui ensuite vont à la poubelle, si on ne part pas par les cycles de recyclage. Eh ben pour la ville, la matière première, c'est finalement le foncier agricole. C'est le sol, appelons-le comme ça, parce qu'il a une vraie matière. Donc, le sol agricole, qui est utilisé pour ses usages urbains et avec une forme d'obsolescence programmée sur notre façon de faire la ville, c'est-à-dire on sait très bien construire du neuf, mais pour un usage et un usage unique. Et qu'est-ce qu'on génère derrière? La poubelle de la fabrique de la ville, c'est des friches, c'est des espaces vacants, c'est des espaces dissous, c'est des délaissés, etc., etc., etc. Alors l'urbanisme circulaire, évidemment, cherche à répondre à ça. Alors, dans l'économie circulaire, on fait souvent un parallèle et on limite souvent l'économie circulaire en France à la question du recyclage. Le recyclage n'est qu'une des boucles de l'économie circulaire et c'est la moins efficace, hein, puisqu'on a beaucoup de pertes de matière, d'énergie et parfois même des cycles de vie qui sont moins pertinents qu'une mise à la décharge. Il y a d'autres boucles et plus la boucle est courte, plus elle est efficace. D'autres boucles qui sont le réemploi, la réparation, etc., etc. Là, on est dans la même idée. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a un sol essentiellement agricole qui a été urbanisé, hein, on essaie de maintenir le plus d'usages possible sur ce sol-là, dans le périmètre finalement de la ville existante, plutôt que d'avoir une forme d'obsolescence et de revenir consommer un sol. Alors là, on a plusieurs boucles, hein. Intensifier les usages, faire plus avec ce qu'on a déjà, transformer l'existant, notamment les bâtiments, et puis recycler les espaces comme étant la dernière des boucles, hein, cette boucle du recyclage, mais qui est tout autant naturelle pour avancer. Alors, je vais vous expliquer hein, toutes ces boucles-là, mais un petit point quand même. Il y a vraiment urgence à changer de modèle. Je ne suis pas en train de parler d'un petit problème théorique et on n'est pas en train de regarder les choses en se disant « tiens, ce serait bien que ça change ». Parce que nous, on ne construit pas des bagnoles. Une bagnole, on peut avoir une innovation technologique assez rapide, ça a une durée de vie limitée et ça se construit vite. Nous, on construit de la ville et c'est très long de construire la ville. C'est tellement long qu'en fait, on a déjà 70 à 80% de la ville de 2050 qui est déjà là. Ça veut dire qu'on n'a plus que 20% à construire. Si on veut le faire bien, il faut commencer dès aujourd'hui à le faire mieux, à mieux le construire dans ses matériaux, mais aussi dans sa localisation, dans son dimensionnement, dans son programme. Et même si on fait ça très bien dès demain, en fait, on n'aura pas répondu à la question. On a les 80% de la ville déjà là qui sont le cœur du sujet et qui aujourd'hui n'est toujours pas le sujet de la fabrique de la ville, c'est-à-dire qu'on n'est pas organisé pour traiter ces 80%-là, ou alors de façon trop marginale. Il y a donc urgence à avancer et avec une deuxième bonne nouvelle, c'est qu'en fait, tout existe déjà. L'urbanisme circulaire, il est fait au quotidien. Il est fait au quotidien par pléthore de pionniers dont je vais vous parler maintenant, qui font déjà, qui savent faire, qui démontrent que c'est possible, mais on a un problème de massification de ces solutions. Aujourd'hui, ce n'est pas ça le normal, ça doit devenir le nouveau normal et on doit faire le tri entre l'urbanisme linéaire d'un côté et le circulaire de l'autre et concentrer nos efforts sur le circulaire. Alors, qui sont ces pionniers et quelles sont ces boucles? La première des boucles, c'est l'intensification des usages. C'est en fait commencer par se dire, peut-on éviter de construire? C'est faire plus avec ce qu'on a déjà, c'est ne pas construire et pour autant répondre à des nouveaux besoins urbains. Ça veut dire qu'on va travailler non pas le bâti, non pas les espaces, mais les temps essentiellement, en se re-questionnant finalement sur ces temps courts qui sont rarement la matière et l'objet du travail de l'urbaniste.
C'est par exemple avoir des occupations temporaires de bâtiments. Aujourd'hui, les seuls champignons cultivés dans le 44, en Loire-Atlantique, sont cultivés dans une friche de l'ancien marché d'intérêt national. Et la ville de Nantes exporte, alors je vous rassure, ce n'est pas des tonnes, c'est quelques kilos, exporte ces champignons vers la campagne. C'est une forme d'occupation temporaire, vous en connaissez d'autres, ça peut porter beaucoup de noms, hein, d'urbanisme transitoire ou autre, mais ça répond toujours à la même question. C'est est-ce qu'on peut mieux utiliser les 10% de durée de vie d'un bâtiment où il ne sert à rien? C'est globalement, on imagine, on estime que c'est à peu près ça. Ces moments où il attend d'être occupé parce que le rez-de-chaussée commercial a du mal à trouver preneur. C'est le moment où il attend sa grande réhabilitation. C'est le moment où il attend sa déconstruction. Ça, c'est autant de temps de la ville, finalement, de temps de vie du bâti sur lequel, si on s'organise différemment, c'est bien le rôle de l'urbanisme transitoire, on peut créer de nouvelles fonctions urbaines et répondre à des besoins urbains. C'est aussi questionner nos espaces d'aujourd'hui, nos espaces qui sont vides. Au premier chef, nos espaces de travail. C'est déjà le cas avant le Covid, c'est évidemment d'autant plus le cas aujourd'hui. Les espaces de travail, que ce soit les bureaux, les salles de réunion, etc., sont de toute manière très peu utilisés, puisqu'utilisés uniquement aux heures de travail quand ils sont utilisés. Ça veut dire qu'on construit aujourd'hui des milliers de mètres carrés. Total a annoncé, hein, juste à la fin, à l'issue du premier confinement, le lancement de ce chantier d'une tour à la Défense, toujours le caractère précurseur, hein, d'un certain nombre d'acteurs économiques clés. Et pour faire quoi, hein, pour faire quoi et pour faire quoi pour combien de temps? En fait, pour 35 heures dans la semaine, qui en fait beaucoup plus. On a un problème par rapport aux espaces et à leurs occupations temporelles. Les cours d'école servent très peu de temps dans l'année. Et pour autant, c'est des espaces de proximité, c'est des espaces de jeu qui pourraient servir d'espaces de jeu aux gamins du quartier en dehors des ouvertures des écoles. Alors, ça a lieu dans certains territoires. Et il y a même certains territoires qui ouvrent les salles de classe, par exemple, pour les réunions associatives. C'est le cas, par exemple, à Montréal. Hein, donc, on ne me dise pas que c'est possible que dans les petits villages. Mais les salles de classe peuvent même servir à autre chose, par exemple, de servir d'espace résidentiel. C'est le cas à Noirmoutier avec une école qui, en juillet, hein, à la fin des classes, à la fin de la classe, enlève les parents d'élèves se mobilisent et enlèvent tous les tables et les chaises et amènent des lits et des cuisines. Et les salles de classe sont transformées en espaces, en logement. C'est aussi penser aujourd'hui des bâtiments qui peuvent être alternativement bureau-logement, logement-bureau, hôtel. Ça veut dire qui consubstantiellement dans leur trame architecturale, mais aussi structurelle, mais aussi juridique, qui conservent une malléabilité, une évolutivité. C'est par exemple ici des espaces de parking qui sont pensés dès le début, qui sont sous-optimalisés, et la sous-optimalité est une clé de la résilience, qui sont sous-optimaux pour leur usage de parking, mais qui donc demain pourront servir aussi d'espace de bureau. Et puis la dernière boucle, pour éviter de s'étaler, c'est évidemment la densification et le recyclage, la densification pavillonnaire, beaucoup de place à prendre, hein, puisqu'on a l'essentiel de nos logements individuels qui sont considérés comme sous-peuplés en France. Ben, c'est le vieillissement, hein, c'est le lotissement des années 80, 90, 2000. Beaucoup à gagner là-dessus, mais aussi dans les centres-villes, hein, avec évidemment, mais on en parlera, des enjeux sur le bien densifié, le mieux densifié, et puis aussi sur le foncier économique, qui est un espace de redéveloppement extrêmement important. On a les friches industrielles d'hier, mais aussi les friches commerciales de demain, avec beaucoup de potentiel là-dessus. Donc, beaucoup de boucles, hein, qui sont autant finalement de capacité à éviter de construire du neuf, éviter de construire en étalement. C'est finalement un retournement du processus de décision avant de donner la priorité au neuf en étalement. On évite de construire, on évite de déconstruire et on évite de s'étaler. C'est se dire que les 50 prochaines années doivent être consacrées à ça, alors qu'on a consacré les 50 dernières à faire de l'urbanisme linéaire. Donc ça, c'est faire la ville frugale en sol. Et vous voyez bien que cette frugalité-là, elle induit une frugalité de fait en mobilité, en énergie, en matériaux. Ça, c'est associé avec un changement sur les enjeux de mobilité. Donc c'est évidemment cette ville de la proximité. Ce n'est pas que pouvoir faire du vélo, mais c'est aussi faire des choix résidentiels qui permettent derrière de pouvoir laisser sa voiture au garage. On n'est pas statique, hein, on a 7 millions de Français qui déménagent tous les ans. Ça veut dire que les choix résidentiels sont faits, les arbitrages sont faits en continu. Pour ça, encore faut-il faire la ville pour tous, c'est-à-dire pouvoir se payer la proximité. C'est sans doute l'échec de nos 20 dernières années et c'est un des enjeux sur ce sol extrêmement particulier qui est le sol qui doit accueillir le logement abordable. C'est faire la ville résiliente.
pas que au Covid, hein, évidemment aux différents chocs, mais aussi faire la ville adaptative, c'est-à-dire celle qui sait s'adapter à l'évolution de son… qui sait évoluer après le choc, mais aussi s'adapter à l'évolution du contexte. Alors pour ça, quelques outils. Je vais accélérer. Quelques outils. Déjà, rendre visible l'invisible, c'est-à-dire rendre visible les potentiels de la ville existante. La ville, ce n'est pas que le cœur de la métropole, c'est l'ensemble des espaces urbains. Et on a une méconnaissance des potentiels qui est hallucinante, hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on cherche, on trouve. On se focalise sur les friches industrielles, il y en a beaucoup d'autres, et il faut nourrir l'ensemble de ces boucles pour avancer. Et pour ça, on a besoin de mettre en œuvre notamment des vraies démarches d'observation du foncier sur les territoires. Il va falloir miser sur l'intelligence, c'est les nouveaux métiers, hein, mais c'est aussi d'autres façons de faire les métiers. Oui, on va moins construire, mais on va plus réfléchir, on va plus mobiliser de matière grise, on va changer de matière grise, ce sera plus du béton, mais de l'intelligence. Il faut déployer des outils du recyclage urbain, qui sont les établissements publics fonciers, mais pas que. On a aussi des sols communs qui sont trop essentiels pour être gérés uniquement par le marché, que ce soit sur le logement abordable, mais que ce soit aussi sur le commerce de centre-ville, sur l'agriculture périurbaine, sur le foncier économique. Il faut créer des outils du temps long, hein, qui viennent gérer ces fameux sols communs. Et puis, assurer la cohérence entre les politiques agricoles et les politiques urbaines, entre la métropole administrative et la métropole réelle, et puis finalement entre nos différentes échelles. Il n'y a pas de bonne échelle, par contre, il y a un dialogue et une cohérence qui est absolument nécessaire. Alors, il y a un autre espoir, hein, c'est qu'on a expliqué à 150 Français moyens qu'il y avait un enjeu là-dessus, sur la question de l'étalement urbain. Beaucoup d'entre eux vivent, hein, dans un pavillon, font beaucoup de voitures, sont dépendants de leur voiture, etc. Eh ben, quand on prend le temps de leur expliquer ces questions compliquées, ils comprennent. Non seulement ils comprennent, mais ils comprennent qu'il faut prendre un virage, et un virage important. On a 8 mesures de la Convention citoyenne qui sont dédiées à l'artificialisation des sols. Alors, je vous le rappelle, ce n'était absolument pas un des sujets posés initialement, mais ils ont conclu de leur réflexion que finalement, un des moyens, un des enjeux de la réduction de l'impact carbone, c'est bien de lutter contre l'étalement urbain. Pour ça, il faut donc penser systémique. Et puis, juste pour conclure, de dire qu'évidemment, cette bifurcation, c'est une nécessité pour nos enjeux du siècle, mais c'est aussi une opportunité. Moi, je l'ai vécu en faisant le choix il y a 5 ans de me concentrer uniquement sur le recyclage urbain contre l'étalement, donc en refusant poliment. C'est donc de nouveaux métiers, de nouveaux business models aussi qui sont associés à ça. Et il se trouve que c'est des métiers plus intéressants, plus valorisants, et qui associent à la fois du public, du privé, mais d'autres façons de faire. On fait la ville, refaire la ville, en fait, c'est pas que plus compliqué, hein, c'est différent que de l'étaler. Alors tout ça, c'est finalement une belle opportunité. Encore faut-il que citoyens, professionnels et élus aillent dans le même sens. Peut-être en se disant une chose, c'est que l'étalement urbain, ce n'est pas le problème, hein. Comme tu le disais, Emmanuel, tout à l'heure, c'est un symptôme. Il faut arrêter de lutter contre le symptôme ou d'essayer de lutter contre le symptôme. Il faut essayer de regarder le symptôme et lutter contre ce qui ne va pas. Et c'est bien le modèle qui dysfonctionne, c'est bien la base du modèle qui dysfonctionne. Et tant qu'on ne s'attaquera pas à cette base-là, on aura du mal à le faire. Mais on a un super espoir, c'est qu'il y a plein de gens qui le font déjà. Qu'ils font déjà. Donc, nous c'est devenu notre activité de faire parler ces gens-là, les pionniers. Une activité qui est associée à la diffusion de ce bouquin, au fait que je sois présent aujourd'hui pour en parler. Les deux vont ensemble, mais aussi au fait qu'on rentre dans les organisations pour faire du conseil, pour leur dire comment pivoter, pour les accompagner dans ce processus qui est le leur. Et puis, c'est aussi au travers d'une newsletter et d'un travail à la fois de recherche, de collecte, mais aussi de diffusion qu'on fait en continu, grâce notamment au soutien de l'ADEME. Toutes les semaines, on donne des clés justement sur ces changements de modèle, à la fois des idées, mais simplement des pistes avec des acteurs qui nous disent comment ils ont fait, comment ils ont réussi, mais aussi quelles ont été leurs difficultés. En attendant, merci beaucoup pour ce regard porté sur la ville d'aujourd'hui et puis l'engagement clairement revendiqué de lutter contre l'étalement urbain qui renvoie, de mon point de vue, à une manière transversale, mais aussi globale, de mettre en œuvre les transitions urbaines et territoriales. Parce que derrière cette problématique de l'étalement urbain, finalement, c'est la question
de la distance et des mobilités que l'on traite autrement. C'est la question de l'usage mutualisé, optimisé des espaces et du bâti. C'est aussi une manière de penser autrement les déperditions énergétiques, les inconforts et les dépenses liées au déplacement, et aussi, pour finir, la question des usages sectoriels encore ou partiels des espaces, au travers de ce que tu as pu nous dire de la mutualisation. Maintenant, ça pose pour moi, puis je laisserai la parole bien évidemment après à ceux et celles qui t'ont écouté, ça pose la question, ou ça leur pose, de la ville souhaitable. C'est comment faire avec la densification de l'existant. Est-ce que ça ne suggère pas quelque chose du côté de la taille optimale de la ville, comme les philosophes, les géographes, les urbanistes en débattent depuis très très longtemps? Donc ça, c'est la première des questions que je voulais te soumettre. La seconde, c'est de savoir si ça permet de répondre aux enjeux du retour de la nature en ville. À partir du moment où on pense densification par l'occupation des dents creuses, par la construction de la ville sur elle-même, ça renvoie à cette question de la place de la nature en ville et de comment la considérer ou la reconsidérer. Et puis enfin, c'est la question de la résilience que tu évoquais tout à l'heure qui renvoie à la manière de penser et d'anticiper les risques et les crises dans des contextes de la densification urbaine. Donc voilà, trois questionnements qui sont importants de mon point de vue et pour introduire le débat. Tout à fait. Enfin, je partage les questionnements. Je ne sais pas si j'ai... en tout cas, je ne revendique pas d'avoir des réponses définitives. Sur la question de la taille idéale de la ville souhaitable, etc., je pense qu'il faut qu'on arrête avec nos problèmes de taille. Et qu'on arrête avec ça. En fait, la ville idéale, c'est celle qui est là. En fait, c'est la ville qu'on a. La ville idéale, c'est les 30% d'habitants qui sont dans le périurbain. La ville idéale, c'est nos zones d'activité pourries. La ville idéale, elle est déjà là. En fait, notre enjeu de transition, il est de regarder ce qu'on a et de faire mieux avec ce qu'on a. Ça veut dire qu'on n'est pas en train d'inventer un nouveau modèle de ville, on n'a plus le temps. On est en train de voir comment on peut bricoler la ville qu'on a aujourd'hui pour la rendre habitable. L'enjeu, c'est celui-ci. Ça veut dire qu'à mon sens, il n'y a pas de taille idéale. La question, elle est associée à la question de la proximité, qui fait que on peut vivre bien dans le village à partir du moment où on peut aller faire ses courses. On peut vieillir bien dans le village à partir du moment où on a un service de santé. On peut vivre bien au cœur de la métropole à partir du moment où on peut se passer de la voiture, etc., etc., etc. C'est finalement, c'est chacun son territoire. Et quelque part, s'il y a un territoire d'avenir, ça va peut-être vous sembler contre-intuitif, mais pour moi, le territoire urbain d'avenir, c'est le périurbain. D'avenir, pourquoi? Parce qu'il y a la place, parce qu'on a fait une ville sous-dense, et donc le processus de densification, c'est un processus. Je rappelle souvent que densifier en Vendée, c'est juste rajouter un étage sur les maisons qui n'en ont pas. Donc, c'est rajouter de l'usage à des espaces urbains existants. Donc, densifier, c'est ça. Ce n'est pas rajouter 3 étages à des immeubles qui en ont déjà 8 en plein centre d'une métropole. Et donc là-dessus, pour moi, la ville idéale, c'est ça. Et c'est ça, finalement, la réflexion à la fois sur l'OTEC, c'est-à-dire pas chercher la nouvelle solution. Et c'est aussi ça, la solution, la réflexion en termes de frugalité. C'est enfin regarder autour de nous et se dire, on n'est pas en train d'inventer un truc magique. On est en train de se dire comment on fait mieux avec ce qu'on a. Comment on fait mieux avec nos villages, qui sont les territoires idéaux pour vieillir en bonne santé si on a les services publics adaptés. Comment est-ce qu'on fait avec nos villes moyennes pour justement amener à la fois une qualité de vie, un rapport à l'emploi, tout en arrêtant de les paupériser, alors qu'on a, oui, beaucoup de Français qui rêvent de vivre dans les villes moyennes, sauf qu'on ne fait pas ces choix résidentiels en fonction des rêves, on les fait en fonction des réalités, etc., etc., etc. Donc, rendons habitables, mais plus habitables ces espaces-là, y compris et au premier chef le périurbain, parce que c'est celui qu'on peut redessiner le plus simplement et le plus facilement possible, notamment parce qu'il est sous-dense. Transition sur la question de la densité. Donc, on est sur un processus de densité. Je le rappelais, la ville, si on devait se dire c'est quoi la ville en France, c'est pas Paris, c'est pas la ligne 13 du métro, c'est encore moins Aix-en-Provence et le centre-ville d'Aix-en-Provence.
La ville moyenne en France, c'est quoi? C'est un rond-point avec un petit lotissement à droite et à côté, Pôle emploi, à côté du rond-point, et, et le cabinet médical. C'est ça. On a dans la zone d'activité derrière des hectares et des hectares de gazon qui sont tendus tous les ans parce que c'est la réserve foncière potentielle de l'entrepreneur qui a acheté 3 francs 6 sous tout ce terrain-là et qui a dit finalement à l'aménageur, bah, écoutez, à ce prix-là, vous m'en mettez 2 cagettes. Hein. Donc, on a de la place partout en fait. Donc, densifier, c'est déjà ça. Hein, se dire que dans la plupart des cas, c'est travailler les délaissés urbains, c'est des jardins trop grands, etc., etc. Donc, on a de la place. C'est aussi beaucoup de parking, puisqu'on a 48% de l'espace urbanisé qui est associé à la mobilité. On a beaucoup de place qui est associée à ça, avec un espace public qui est à Paris est dédié à 50% à la voiture. Donc, on bénéficie de beaucoup de place qui est occupée notamment par la voiture. Et on retrouve cette dilution de la ville qui est associée à l'usage de la voiture. C'est non seulement la voiture, quand on lui laisse le crayon pour dessiner la ville, c'est de notre faute, ce n'est pas la faute de la voiture, hein, ce n'est pas le coupable. Mais quand on lui laisse le crayon, elle nous fait à la fois une ville étalée, mais diluée. Et ça, c'est autant de place qu'on peut reprendre, notamment pour la nature. C'est pour ça que dans mon bouquin, dans le chapitre sur la densification, je parle d'un processus, je ne parle pas de densité, et encore moins de densité idéale. Hein, je sors de ces trucs sur lesquels on essaie de vendre de la densité, des étages, etc., à la population. Arrêtons avec ça. C'est rajouter de l'usage à des espaces urbains et pas partout. Il y a des lieux qui n'ont pas vocation à être densifiés, hein, qui sont déjà suffisamment denses. Et je donne la parole à la fois à des gens qui travaillent sur ces questions d'acceptabilité, mais en termes psychosocial, hein, qui nous parlent de l'attachement, hein, de l'attachement au lieu, et finalement du fait que le processus de densification, c'est souvent un processus extrêmement brutal et extrêmement violent. Parce que oui, transformer un quartier en 10 ans, il n'y a pas d'autre chose que la guerre qui fait ça. Donc un projet urbain, c'est finalement le cran juste en dessous de la guerre en termes de traumatisme. Acceptons-le, acceptons-le. Et les réactions sont légitimes, notamment quand on parle mal aux habitants. Mais aussi se dire que toute densité bâtie doit aujourd'hui être systématiquement associée avec une densification de nature. Et pas de la nature décorative. La seule nature qui vaille, c'est le sol profond, c'est le sol perméable, c'est les arbres, mais pas un arbre de temps en temps entre deux bagnoles, c'est de la masse végétale, etc., etc. Moi, je revendique le double axe à la fois de densification en termes d'usage, et donc parfois, souvent de bâti, mais aussi de densification de nature. Je pense que c'est le sens de l'histoire, c'est la question du traitement des îlots de fraîcheur, et puis, moi, je peux vous rassurer, on a la place. À part quelques centres-villes de métropole régionale et le centre de Paris, on a de la place absolument partout. Hein, que ce soit des friches, que ce soit des espaces qu'on ne regarde pas, il faut regarder derrière les murs, etc. On a de la réserve foncière qui est faite sur tous les territoires, y compris à Aix-en-Provence. Voilà. Après, c'est d'autres processus d'acquisition, c'est d'autres processus de mobilisation, etc. Mais ça, c'est une autre question. Donc, arrêtons de dire qu'on n'a pas la place, parce que sinon, on va enlever la nature. En fait, on a la place. Et puis, là-dessus, tout ça fait lien sur cette question de la résilience, l'anticipation des risques. Alors, à mon sens, il faut qu'on arrête d'essayer de se préparer, puisque c'est l'imprévisible, le risque. Or, en France, on ne sait pas se préparer à ce qui est déjà prévisible, le recul du trait de côte, les inondations, etc. etc. Donc, on n'en est pas là. L'enjeu, c'est d'avoir une ville qui est adaptative, hein, d'autres disent malléable, mais aujourd'hui, en concentrant notre activité de fabrication sur la périphérie et le neuf, globalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a figé ce qui est déjà là. On l'a figé par nos processus, par nos réglementations, et si ce n'est pas la faute aux ABF, ce n'est pas la faute aux assureurs, c'est la faute à nous tous. Ce qui fait qu'on n'a aucune adaptation en continu de la ville, et on a au contraire des travaux qui sont brutaux. Globalement, ce qu'on sait bien faire, c'est des grosses ZAC. Quitte à tout raser, etc., etc. Par contre, travailler sur le tissu existant, faire du diffus, du renouvellement en continu, et donc donner une capacité d'adaptation à la ville, on ne sait pas faire. Or, on a besoin de ça. Et pour moi, la clé de la résilience demain, c'est la proximité. C'est la proximité, parce que finalement, au cœur de notre système et de notre fragilité, c'est les infrastructures de mobilité, c'est la dépendance pétrolière et c'est les infrastructures centralisées. Donc aujourd'hui, quand on retrouve finalement une proximité, quand on peut vivre en vélo, quand on peut avoir, parce que la proximité, c'est évidemment la mixité fonctionnelle, c'est donc la capacité à avoir à la fois de l'emploi, mais de l'alimentation, etc., dans le proche. C'est là où on a nos clés de la résilience.
voilà, après, on est sur des dépendances et on est trop nombreux aujourd'hui pour dire on va tous à la campagne, parce que si on va tous à la campagne, c'est plus la campagne, tout simplement. Merci pour ces réponses, Sylvain. Il y a déjà plusieurs questions qui ont Alors, je été ne les vois mentionnées pas, dans je le te laisse chat. gérer. Ce que je propose, c'est que Mathilde Tullier, qui en fait a formulé la première question, ouvre son micro et puis l'adresse directement à Sylvain si ça ne l'ennuie pas. Oui, bonjour à tous et merci du coup de prendre ma question. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup, notamment d'élus, qui sont amenés à être interviewés sur cette question de changement de paradigme de l'aménagement du territoire avec l'évolution de la crise et tous les critères qui se mettent à évoluer à la fois sur le commerce, sur les déplacements, sur le fait qu'on développe de plus en plus le télétravail. Est-ce que la carte de la 5G va être déterminante pour les futures implantations des habitants, etc. Enfin, c'est plein de nouvelles questions qui nous amènent peut-être aussi à re-questionner le modèle qui a été exposé aujourd'hui et quelles sont un peu les pistes pour demain au-delà de ce qui vient d'être exposé. Je ne sais pas si je suis claire. Je pense que des pistes pour demain, je vous en ai donné quelques-unes. Oui. Mais vous faites le témoignage d'un truc intéressant. En effet, on ne parle plus tout à fait comme avant de la ville, de ses développements, de la question du travail, des mobilités, etc. etc. On n'a pas parlé du vélo pareil. Il y a beaucoup de transformations. Moi, j'ai constaté aussi avant la pandémie, parce que donc, ce bouquin il est sorti 2 fois en fait. J'ai fait une autopublication en janvier 2020 et là il vient d'être republié par les éditions Apogée qui ont amélioré le truc, mais globalement c'est le même contenu. Si vous l'avez déjà acheté, ne le rachetez pas. Et tout ce qui a changé est en ligne. Bref. Par contre, c'était avant la pandémie qu'il est sorti la première fois. Et déjà, il y a une réception de tout ça qui était étonnante. J'aurais sorti ce bouquin-là il y a 5 ans, ça ne se serait pas passé pareil. J'en suis absolument persuadé. Donc, je pense que la pandémie a accéléré une fois de plus un processus déjà engagé, qui est une prise de conscience d'élus, y compris d'élus déjà en poste, pas forcément les nouveaux, mais aussi de professionnels, que quelque part, on était au bout du système, sans trop savoir vers où on va, mais que globalement, ce qu'on faisait, on était déjà au bord de l'épuisement. Et on le voit sur pas mal de segments, hein, que ce soit la question des mobilités alternatives à la voiture, que ce soit la question des zones commerciales, etc. Les ruptures étaient avant la pandémie. Et il y a eu une accélération avec la pandémie. Comment on va sortir? Moi, je ne crois pas les oracles et encore moins les agents immobiliers. Quels seront les choix résidentiels des uns et des autres? Demain, on verra. On verra. Il y a le PUCA notamment qui lance une étude là-dessus pour objectiver les faits, notamment de changement. De choix résidentiels des Français post-pandémie. On verra ce que ça donne, mais je trouve en effet que ça montre, au-delà de vers où il faut aller, ça montre aussi qu'on a changé d'époque là-dessus et qu'il y a une maturité, notamment de la décision publique, qui est extrêmement présente. Aujourd'hui, moi, les discussions que j'ai, que ce soit en formation, en séminaire ou dans des comités de direction, ce n'est pas faut-il changer, c'est comment changer. On a changé de conversation. Peut-être que le mieux, c'est que Sam, s'il le veut bien, il ouvre son micro et qu'il fasse de Il est déjà ouvert. Par contre, j'avais mis 2-3 commentaires, donc je ne sais plus c'était quoi. Je sais que j'en ai fait une sur quand vous parliez des jardins, des grands jardins qu'il faudrait réduire. Et puis, je disais que j'étais d'accord sur les parkings qu'il fallait transformer, mais les grands jardins ou les gazons, pour moi, il valait mieux les rendre plutôt surface agricole que vouloir y construire dessus. Effectivement, je prends l'exemple de Marseille où il y a encore des bâtiments de 2 étages qui n'ont aucun intérêt patrimonial, mais qui mériteraient d'être rehaussés, sur la rue de Rome par exemple, ou d'autres endroits à Marseille. Et j'entendais ce matin sur France Inter qu'un parking, on allait faire de la culture dessous. Alors, je ne sais pas si c'est des champignons ou autre chose, mais il y a plein d'exemples effectivement de ce type qui se développe de plus en plus. Alors, moi, je parle de parking en surface essentiellement. Je n'ai pas d'avis, en fait. Ça dépend de l'endroit. Enfin, je n'ai pas d'avis déterminé. Ça dépend de l'endroit. Par contre, qu'on soit conscient que quand on fait un choix d'allocation de l'espace, de dire, par exemple, ça, il ne faut pas toucher, qu'on va générer, si on a une pression sur le territoire, on va générer un effet induit et notamment éventuellement un départ vers la périphérie. Donc, c'est dans ces allocations-là que les choses se font. Mais en fonction, on a une image macro qui est cet enjeu
d'arrêt et d'économie de sol. Hein, donc ça, c'est l'échelle large. Et puis, il y a l'échelle micro de l'aménagement sur lequel il y a d'autres enjeux qui sont notamment le respect de la biodiversité, la limitation de l'imperméabilisation, etc., etc. Ce qu'on appelle dans une définition pas claire dans le projet de loi l'artificialisation. Mais c'est une autre échelle et là, il y a des arbitrages à faire. Il faut les faire en conscience, c'est-à-dire que tout est fait, toutes les décisions qu'on fait sur un bout de territoire a aussi un impact sur un autre. Parfois, ça peut être en effet des pistes agricoles. Le recyclage d'une friche n'a pas vocation de créer nécessairement de l'usage urbain. Hein. Ça peut être aussi un usage agricole, un usage alimentaire, un usage de biodiversité. C'est aussi un usage. Tout à fait d'accord et merci pour votre présentation qui est très intéressante. Donc, Gaël Penaud, sinon, je ne sais pas. Madame Griffith, je repose ma question par rapport à la mouvance de quitter les grandes villes et l'implication de cette dédensification sur la ville circulaire. Moi, j'ai pas aujourd'hui de données. Je répète, hein, aujourd'hui, toute la presse qu'on a eue sur l'exode urbain, c'est des cas singuliers, des interviews de Parisiens du 11e et des statistiques de sites web de fréquentation de sites immobiliers. Hein. Moi, là, je suis en train de faire un tour de France des villes moyennes sur lequel, systématiquement, quand l'élu local me dit « oui, il y a un renouveau », je lui dis « alors, comment vous le savez ?» C'est machin qui est venu, etc. On ne fait pas de sociologie avec des exemples. Donc, attendons de voir, mesurons avant de dire les conclusions que ça a. Après, l'implication d'un déplacement éventuel de population, même important, même marginal, sur la question de l'urbanisme circulaire, il n'y en a pas. C'est un modèle qui est applicable différemment, mais qui est applicable, qui doit s'appliquer à tous les territoires. L'urbanisme circulaire pour la métropole attractive, ça veut dire accueillir les siens. Hein, ça veut dire, oui, densifier pour assurer sa responsabilité de maintenir ses familles dans son périmètre. Hein, pour la ville moyenne, c'est s'inventer un projet propre, mais avec son territoire, de façon à éviter cette concurrence entre cette proche périphérie et la ville-centre. Pour le rural, c'est inventer aussi un modèle propre qui ne cherche pas à singer des modèles métropolitains d'attractivité. Donc ça prend des formes différentes, mais c'est toujours la même chose, c'est donner la priorité aux espaces déjà urbanisés, aux sols déjà urbanisés, versus la consommation de nouveaux sols. Donc, même s'il y a des transferts de population qui viennent demain, moi je le dis, je n'ai pas un choix, je n'ai pas de problème de taille pour le coup, mais surtout, ce n'est pas la question. C'est pas la question. La question qu'on a aujourd'hui, c'est pas de quitter la ville parce qu'elle n'est pas obsolète, elle n'a pas été rendue du tout obsolète par la pandémie. Et je ne parle pas de Paris. La ville, c'est autre chose. Parce que quitter Paris, c'est un mouvement naturel et normal et légitime, on est bien d'accord. Mais pour autant, mais vous faites partie de cette mouvance et c'est très bien. C'est très bien. Sauf que je ne sais pas si, moi, pour gérer et pour penser les territoires, j'ai besoin de savoir si c'est une mouvance ponctuelle, si c'est le nouveau nom d'une mouvance qui a toujours existé, hein, ou si on est sur un phénomène de masse. Aujourd'hui, on n'a aucune donnée qui nous permette de dire qu'on a un changement de pratique important. En tout cas, moi, j'en ai pas. Alors, merci. Effectivement, en fait, l'enjeu aujourd'hui, d'après ce que vous avez écrit dans votre livre et puis votre exposé, l'enjeu, c'est de passer d'expériences ponctuelles, considérées comme pionnières aujourd'hui, à un véritable changement de modèle de société. Et puis, je vais revenir à un point que j'ai évoqué tout à l'heure dans l'introduction. En fait, on est conscient qu'il faut qu'on change notre manière de faire, nos échelles d'intervention, etc., en tant que professionnels, ce qui nous ramène à nous interroger sur comment est-ce que ces professionnels sont formés aujourd'hui, peut-être. C'est l'origine de comment est-ce que les professionnels aujourd'hui pratiquent font leur métier. Et du coup, c'est un véritable questionnement qui se pose aujourd'hui sur la formation des architectes, des urbains, des paysagistes aujourd'hui. Et donc, ma question, c'est qu'en est-il aujourd'hui de la formation selon vous? Comment vous pensez, selon vous, qu'en est-il de la formation? Voilà, merci. Et c'est des questions vraiment importantes.
Alors, en effet, donc on a dit qu'il y a des pionniers, mais la question, c'est comment on massifie. Déjà, il faut se dire qu'on ne pourra pas industrialiser. Autant on a industrialisé la fabrication de la ville en périphérie, on sait industrialiser le neuf. Euh, Autant on le voit bien dans l'acte de construire, dans le travail architectural, travailler sur l'existant, c'est finalement beaucoup plus complexe. On a du mal à standardiser les solutions. Il faut être à façon, contextualiser les choses, et on a beaucoup plus d'acteurs au même moment. Ça veut dire que moi, ça fait 15 ans que je fais ça. Je suis arrivé à la conclusion que non seulement mon métier était différent quand je faisais de la ville sur la ville ou de l'étalement, mais aussi le mode de dialogue entre les acteurs et la compétence des autres acteurs qui doivent être autour de la table est aussi différente. Ça veut dire qu'on a à la fois des expertises particulières à développer, mais on a aussi une capacité à agréger des démarches de projet de façon spécifique parce que on a industrialisé la construction en neuf en étalement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les acteurs, ils interviennent dans une chaîne continue sur laquelle chacun sait quel est son rôle. C'est la loi MOP. On a structuré les tâches de chacun, on a standardisé des documents, on a même industrialisé un processus qui est quand même le paiement de la maîtrise d'œuvre au pourcentage du montant de travaux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en train de structurer une profession autour d'un mode de financement qui est délétère, sur lequel on pousse à dépenser en travaux, alors que justement, l'enjeu aujourd'hui, c'est faire le moins possible, voire même ne pas construire. Et à mon sens, l'architecte, un de ses rôles peut être aussi d'arriver à trouver des solutions dans l'existant et donc de ne pas construire, donc de ne pas dépenser. Ou ça peut être de trouver une solution dans la réhabilitation pour ne pas déconstruire et pas refaire du neuf. Et vous voyez bien que là-dessus, on est sur une économie qui est biaisée, mais on est aussi sur d'autres métiers. C'est un métier du dialogue, un métier du complexe. C'est un métier de passeur et de traducteur entre les enjeux du juriste, le problème du notaire, l'expert en amiante, l'ingénieur, le contrôleur technique et l'ABF. Donc, ces projets sont compliqués et paraissent complexes parce qu'on n'arrive pas à les mettre sur un champ linéaire, on n'arrive pas à faire une frise chronologique parce qu'on a de l'itératif de façon permanente. On est sur le chantier, on vient réinterroger le programme. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas industrialiser, on doit massifier des solutions qui sont des solutions structurellement artisanales, donc à façon à chaque fois. Et on ne peut pas avoir des solutions standards quand on fait la ville sur la ville. Alors ça pose derrière la question de la compétence, à la fois les expertises pointues, la connaissance du bâti existant, la question de la richesse écologique d'espaces urbains, y compris sur de la friche polluée, le traitement évidemment de pollution de sol, etc., mais aussi des généralistes de ce métier-là. La question de la formation, alors il se trouve que moi, je l'ai posée il y a longtemps, et donc je suis en train de faire une étude pour le CNFPT sur l'entrée formation professionnelle. Et ça montre qu'on doit à la fois changer des acteurs, donc notamment la collectivité locale, à la fois travailler sur le contenu technique, mais que le besoin essentiel, c'est la mise en dialogue des métiers qui existent déjà. Et des mises en situation, et notamment de capitaliser sur du retour d'expérience, et donc quelque part open sourcer le travail de ces pionniers-là, avec un partage d'expérience, et que ce n'est pas simplement un savoir-faire technique ou un savoir-faire réglementaire, il faut accompagner une transition personnelle qui est aussi une transition collective des organisations, et finalement, le pivot, il est là. Alors après, sur la formation initiale, globalement, pour la formation de l'architecte, on est complètement out. On est sur des formations qui sont aujourd'hui obsolètes. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous trouverez sur le site l'interview de Christine Lecomte, donc qui est présidente de l'Ordre des Archis Île-de-France, qui a un regard extrêmement critique en tant qu'enseignante. Et moi-même, je suis enseignant là-dessus, sur ce qu'on amène, notamment à cette profession, qui est une profession clé, et pas que dans le dessin et la conception, mais justement dans ce traitement, cette capacité à traiter le complexe, qui est le métier d'architecte. On a plus que jamais besoin d'architectes, et c'est aujourd'hui un métier qui est paupérisé. Non, parce que c'est ça la réalité, qui est aujourd'hui plutôt maltraité dans la chaîne de valeur et qui se fait bouffer finalement à la fois par l'ingénierie, par le BIM, par la technique, etc., etc. C'est-à-dire qu'il faut qu'on réinvestisse dans cette capacité à faire jouer les acteurs et à jouer la pluridisciplinarité pour les architectes. Mais pas que. Il faut aussi ouvrir la profession de façon à ce qu'elle dialogue et qu'on arrête d'étancher le paysagiste d'un côté, l'urbaniste de l'autre, et
et l'architecte. Moi, je lutte contre la naissance d'un ordre des urbanistes. Je ne lutte pas du tout contre les solidarités professionnelles, mais je lutte contre les fermetures. Et typiquement, dans les discussions que j'ai pu avoir avec Christine Lecomte, cette question de la perméabilité du monde de l'architecture à l'ensemble de ces autres acteurs urbains qui aujourd'hui prennent de la place, mais n'ont pas toutes les clés pour répondre à ces solutions. Elle est vraiment importante. Donc, ça va plus loin que la formation initiale. Il y a la formation continue. Ça va plus loin que la formation. Il y a l'accompagnement de la transition personnelle et collective, des organisations, des collectifs. Et puis, ça va plus loin puisque ça va jusqu'à l'organisation des professions autour finalement d'un nouveau métier qui est un métier du complexe. Oui, très bien. Moi, je suis une urbaniste et un ecological economist. Maintenant, je suis à la retraite, mais j'étais prof au fac, etc. Et ce que je disais par rapport à mon expérience personnelle, c'était que moi, je m'observe, mais je suis aussi observé. Ouais. Donc, moi, je suis parti il y a 15 ans dans une petite vallée dans le Piémont, en Italie. Et je vis dans un petit Borgarte de 6 maisons avec 3 moutons, 2 voisins. Et j'étais observé parce qu'un doctorant de l'école polytechnique sociologue de Torino a fait son doctorat sur la vallée, ma vallée, et ce qu'on appelle les néo-montagnards, on peut dire, oui. Et donc, il étudie cette mouvance. Et donc, en discutant avec lui, parce qu'en même temps que je travaille à ma ferme là-bas, je réfléchis aussi. On a commencé à parler de qu'est-ce qui se passait de l'économie, l'écologie de cette vallée. Et on a réussi à trouver qu'il y avait 5 secteurs. Tous les 5 étaient des secteurs, on va dire, durables, parce que c'était le tourisme durable, c'était l'hydroélectricité, c'était l'agriculture locale, c'était le bois. Et il y avait un 5e que j'oublie pour le moment. Et tous ces secteurs étaient en croissance. Et donc, ça favorisait cette mouvance vers ces zones. Ce n'est pas des zones périurbaines, c'est vraiment des zones campagnardes. Ouais. Et donc, quand j'ai vu cet article dans Libération, ça m'a tiqué parce que ça correspondait à ce que j'ai vécu, ce que j'ai trouvé chez pas mal de gens que je connais qui ont fait cette saut, on va dire, de quitter la ville. Et je ne suis pas en train de dire que la ville se vide, mais qu'il y a cette mouvance et elle est forte. Et il faut qu'on le prenne en compte. Et voilà, je posais la question comment. Parce que c'est clair qu'il y a un mouvement qui tient la ville. Enfin, oui, aucun problème. C'est très bien. Et d'ailleurs, moi, je trouve ça plutôt. C'est pas mon choix résidentiel du moment, mais ça peut l'être demain. C'est la question de est-ce qu'on est sur un mouvement? Est-ce qu'on est sur un mouvement nouveau? Parce qu'aujourd'hui, le propos qui est porté, c'est le Covid a tout changé. Vous êtes parti il y a 15 ans. Il y a eu d'autres cycles. Voilà. Et en quoi ça devient des clés de solution? Et moi, c'est là où ça m'intéresse. Si c'est un phénomène massif et que ça impacte les développements urbains, il faut qu'on l'interroge. Mais ça, on n'en sait strictement rien à ce stade. En tout cas, moi, et je suis attentif à ces questions-là. J'ai aucun signal qui me permet de quantifier les choses pour dire que ce n'est pas un signal faible, mais ça devient un phénomène massif. Là où ça m'intéresse particulièrement, c'est que ça amène des solutions qui sont des solutions de développement de territoires qui n'en ont pas, notamment parce qu'en France, la seule solution de développement est associée à la logique de croissance. Et qu'à un moment, on peut avoir des gens qui, dans une logique de départ de la ville, à la fois quittent la ville, mais font le lien avec la ville. Et là, vous êtes là. Vous voyez, on n'est pas dans l'isolement. Et moi, je suis persuadé que les modèles, ce n'est pas l'opposition de la campagne ou du rural avec le périurbain, l'opposition du périurbain avec la métropole, de la ville moyenne, etc. C'est travailler la question des interfaces. La métropole n'existe pas sans son périurbain. Et ça fait partie de ce qu'elle est.
ce qu'elle est métropole. Elle n'existe pas non plus sur la trame de ville moyenne, etc. Et c'est la mise en dialogue qui est vraiment intéressante. Donc, tant qu'on aura des gens qui font le mouvement et qui font des ponts, on arrivera à faire ces liens-là et peut-être à trouver des solutions qui ne sont pas que sur le modèle unique de la croissance quantitative. Voilà. Donc, moi, j'ai pas du tout… Là où je m'oppose, si vous voulez, frontalement, c'est de dire qu'aujourd'hui, on aura un mouvement massif de fuite de la ville. On attend de le constater. Moi, je n'ai pas de critique là-dessus, mais juste, on ne l'a pas constaté. Donc, soyons sur les faits. On a besoin de faits. Aujourd'hui, voilà, il n'est pas démontré. Et qu'en plus, il serait créé par le Covid. Le départ de Parisiens en dehors de Paris, c'est pas nouveau. Voilà. Et puis quitter Paris reste sain, je le répète. Mais c'est très bien. Et puis c'est très bien ce que vous faites. Inventer des solutions qui ne sont pas toutes faites et quelque part, vous importez des solutions. Bonjour Sylvain. Oui, c'est remarque et question. J'ai eu l'occasion, il y a plusieurs années, il y a 7-8 ans déjà, d'inviter François-Michel Lambert dans le master que j'ai eu le plaisir d'animer pendant très nombreuses années, de formation continue que tu as fait. Je sais bien. Mais avant qu'il vienne nous en parler. Mais François-Michel Lambert est président de l'Institut national de l'économie circulaire. Donc, il a alors, sur l'économie circulaire, il a certaines façons de l'aborder, évidemment, qui sont tout à fait intéressantes. Et les discussions qu'on a eues à ce moment-là, parce que ce qui m'intéressait, c'est évidemment l'aménagement du territoire circulaire, c'était la question des ressources. Oui. Et la question des ressources, comme fil conducteur, n'a pas été, je ne l'ai pas trop entendu, je ne sais pas si tu l'as écrit dans ton livre, mais ça me paraissait un fil conducteur extrêmement intéressant, d'autant que ça permettait d'élargir le propos, être certes sur le foncier, sur le sol, sur tout ce que tu as dit, et sur les questions d'étalement urbain, et ça, je trouve ça passionnant, et tout, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, et en même temps, la question des ressources, il y a derrière la ressource, il y a la ressource humaine. Et les ressources humaines, c'est quelque chose qui peut être extrêmement important et dont on ne tient pas compte suffisamment. Tu l'évoques sous d'autres aspects que la question des ressources, sous l'aspect ressources, à travers le travail nécessaire avec les gens, avec les habitants, mais peut-être pas en tant que fil conducteur d'une nouvelle façon de faire. Alors, nouvelle façon de faire, ça me paraît être important parce que du coup, on aborde la question du projet de territoire et tu évoques de façon permanente cette question du projet et de son élaboration et des méthodes qu'il peut y avoir dans la façon de faire de nouveaux projets de territoire. Là, ça constitue aussi une ressoursse. La question de la méthode constitue en elle-même une question de ressources. Derrière ces propos, il y a évidemment des questions sur lesquelles j'attends des commentaires de ta part, évidemment. Donc, voilà. Donc, moi, je reste, si tu veux, sur la question des ressources humaines et professionnelles, et du coup, après des formations, je reste très optimiste. Moi, j'ai l'occasion d'observer de très près de très nombreux collectifs d'architectes, de paysagistes, que ce soit le collectif EPC, Existe, etc. Enfin, il y a des tas de collectifs aujourd'hui qui, en France, s'activent sur de nouvelles façons de travailler et de faire leur métier, y compris sollicités dans des formations, dans des diplômes, dans des instituts d'urbanisme, dans des écoles d'architecture, pour justement transformer ces façons de faire plutôt traditionnelles et limitées à maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage dont tu parles, que tu évoques, et pour parler beaucoup plus de maîtrise d'usage et de travail justement de façon très rapprochée avec les habitants. Voilà, que penses-tu de ces aspects-là? J'aurai une autre question tout à l'heure qui élargira le propos à la Méditerranée, mais je le ferai pour… Bon, alors, je partage beaucoup. Hein. En témoignage, moi, j'interviens pas mal sur des HMO. Donc, c'est hyper intéressant parce qu'on est souvent plutôt avec des jeunes professionnels, hein, mais qui ont un peu de bagage, un peu de pratique. Et qui sont dans ces choix professionnels, ils se retrouvent en HMO sur une voie
une voie un peu tracée vers l'exercice de la maîtrise d'œuvre. Et en même temps, dans les discussions, on a énormément de questions avec notamment par rapport à des modes d'exercice alternatifs. Y compris non archi mais non inscrits à l'ordre, etc., etc., etc. Bah, je trouve ça hyper intéressant. Donc, je suis pas du tout je suis critique parce que exigeant sur la formation, mais je serais pas prof si j'y croyais pas et si je pensais pas que c'est absolument essentiel à la fois sous l'angle formation initiale et sous l'angle formation continue avec voilà, je fais beaucoup d'interventions, y compris ponctuelles, dans des formations et je vois émerger de nouveaux types de formations ou des formations qui prennent des virages vraiment intéressants. Il y a par exemple une formation spécialisée sur la question de la friche qui a été montée en Belgique cette année. On a des spécialisations, on a des voilà, mais on a besoin de ce socle culturel, on a besoin de pousser vraiment le wagon et de réformer le cœur du système là-dessus. Donc je reste optimiste sur la question des ressources matérielles. Alors il y a une partie dans le bouquin, j'en ai en effet pas parlé, c'est une des diapos que j'ai passées rapidement, qui n'est pas le cœur du sujet, mais qui est directement associé au sujet, qui dit dernière boucle, hein, la troisième ou la quatrième, peu importe, mais qui est la boucle du recyclage urbain, ça pose la question de la matière. Ça pose la question de déconstruire et mettre des déchets et reconstruire, donc importer de la matière. Et donc notamment, donc je travaille beaucoup, y compris avec des chercheurs, y compris en acte de recherche moi-même, sur la question du métabolisme urbain et de l'extension. En fait, l'urbanisme circulaire fait un peu le lien entre le métabolisme urbain au sens analyse des flux, entrant et sortant de la ville, et notamment sur lequel on voit que la fabrique de la ville a un impact en volume absolument massif, avec ces questions des flux alternatifs au recyclage, donc notamment les questions de réemploi, etc., etc. Et puis, ça fait le lien avec l'économie circulaire. En fait, on a là 3 concepts qui ne se parlent pas encore tout à fait très bien, et sur lequel moi j'introduis la question finalement de l'assiette foncière du sol en prise et pas du sol matière que traite assez bien le métabolisme urbain. Donc oui, c'est directement associé. Il y a toute une littérature, mais il y a surtout beaucoup d'initiatives sur les territoires. Donc moi, j'en suis une aujourd'hui sur la métropole nantaise, de raccourcissement finalement de la filière. C'est comment est-ce qu'on s'approvisionne à proximité, y compris en ressources de matière, mais aussi comment on garde dans la proximité des matériaux en exploitant la mine urbaine, c'est-à-dire les bâtiments qui doivent être déconstruits, en récupérant les matériaux pour reconstruire du neuf. Donc là, on a des problématiques très intéressantes qui sont aussi des problématiques associées à l'organisation des processus métiers, le dialogue entre des métiers différents. Et pareil, on réatterrit sur la question des ressources humaines, la mobilisation d'acteurs, par exemple, pour la déconstruction sélective. Sur lequel la déconstruction, c'est plus juste un coup de bulle, c'est venir démonter, désosser, pas pour faire du recyclage, mais pour réemployer directement les matériaux. Donc là, on réinjecte du savoir-faire. Réutiliser tout ça, y compris sur chantier, une réhabilitation nécessite beaucoup plus de savoir-faire des compagnons que de faire du béton banché, etc., etc. Après, sur le projet de territoire, c'est un champ énorme que tu ouvres, mais très clairement, ces enjeux-là, qu'est-ce qu'ils montrent? Ils montrent, un, que l'échelle communale est évidemment obsolète pour penser le territoire. Deux, qu'on peut pas penser projet urbain d'un côté au sens projet de territoire vu par des urbanistes, PLU, d'un côté, et avoir une sorte de coupure des mondes entre d'un côté la SAFER, de l'autre côté l'EPF, d'un côté des stratégies foncières agricoles, de l'autre côté. Le territoire est à la fois agricole et urbain. Et moi, je crois beaucoup justement à essayer d'associer les deux de façon intelligente et intelligible, en travaillant notamment la question de la lisière. Là, je pense qu'il y a pas mal de sujets. Ça repose évidemment des questions d'échelle, mais à mon avis, il faut qu'on les pose différemment, c'est-à-dire qu'on fasse avec ce qu'on a et qu'on agisse avec l'échelle pertinente pour donner le cap et prendre le virage, et l'échelle pertinente pour aménager et pour faire. Mais c'est vaste.
Michel avait une deuxième question. Tu n'avais pas une deuxième question? J'avais une deuxième question relative plutôt à la Méditerranée et au processus de développement sur le pourtour méditerranéen, plus que dans nos pays euro-méditerranéens qui sont, à mon avis, en grand sommeil quand on regarde l'évolution des statistiques démographiques et de construction. Voilà. Donc, ça m'interpelle toujours de voir qu'il est normal qu'on s'intéresse à notre vie quotidienne et à nos territoires de vie quotidienne, à nos proximités. Donc, et c'est ce que tu fais, c'est ce que je fais moi-même, ce qu'on fait tous autour de la table là. Mais on n'a pas toujours conscience de finalement des enseignements que pourrait nous procurer un regard sur ce même sujet, mais sur des pays qui ont des évolutions territoriales, démographiques, qui font que et bien, du coup, ça mettrait complètement en cause nos modèles ici de façon de faire. Voilà. Donc, ça s'adresse, c'est une question qui s'adresse, bon, tu n'as peut-être pas trop travaillé sur la Méditerranée, il y en a d'autres ici qui l'ont fait. C'est la chaire que dirige Emmanuel. Mais voilà. Juste un point sur la nécessité de comparatisme, déjà. Donc, moi, j'y adhère complètement. Donc là, nous, ce qu'on est en train d'introduire, c'est à la fois de sortir des limites françaises par notamment de la collaboration aujourd'hui centrée Québec-Belgique. Mais on est… Non, j'ai pas fini. On est sur des contextes qui sont très proches, mais des contextes réglementaires et culturels qui ne sont pas aussi proches que ça. Donc, on est déjà sur des formes de comparatisme et on travaille, on a un dialogue en tout cas aujourd'hui avec les équipes notamment de Sciences Po pour voir en quoi aujourd'hui le concept peut être utile ailleurs et en quoi le ailleurs peut nourrir ou infirmer le concept. Mais moi, j'ai aucune prétention là-dessus parce qu'aujourd'hui, c'est pas l'échelle de réflexion qui est eu. Enfin, j'ai envie de le tester. Comme tu n'es pas sans savoir, moi, j'ai commencé à exercer à Mayotte, donc des territoires sur lesquels on fait semblant de réguler à la française, mais on a 5% de croissance par an. Autant vous dire que le temps qu'on finisse de faire un PLU, toute la campagne est déjà urbanisée. Merci Sylvain. Juste dans le prolongement de ce que vient de dire Michel, en fait, tout à l'heure, il y avait dans le chat qui a disparu une allusion et une question liée au périurbain dans un contexte oasien, donc qui renvoie à ce que vient d'évoquer de la Méditerranée. Et donc, le commentaire et la question, elle était formulée par Khaled Amrani, qui vient d'allumer sa caméra. Donc, je lui donne la parole parce que je pense qu'il faut exprimer ce point. Oui, oui, très bien. Merci Emmanuel. Justement, c'était la question tout à l'heure que je m'étais posée. C'était par rapport à l'étalement urbain. Dans le contexte, je vous décris un petit peu le contexte. Moi, je vis dans une ville saharienne, Ouargla, qui est une ville oasienne, mais à la fois une ville pétrolière. Donc, beaucoup de populations se sont installées grâce à l'opportunité qu'offrent les emplois dans le domaine du pétrole. Ce qui a fait que l'augmentation de cette population, il y a eu des constructions de villes, de petits, vraiment de centre-ville, mais qui s'est fait selon un modèle d'étalement urbain. On ne pouvait pas construire dans la cuvette de Ouargla indéfiniment, d'autant plus que pour moi, cet étalement urbain a permis de limiter un petit peu les dégâts d'arrachage des palmiers en offrant aux gens, enfin aux personnes, des habitats en duplex. Enfin, en tout cas, ils n'auraient pas accepté un appartement dans un bâtiment, même s'il ne dépasse pas 5 étages, ils n'auraient pas accepté de laisser leur palmeraie et de venir s'installer dans un appartement. Donc, il a fallu construire des duplex et qui s'est fait forcément selon le modèle d'étalement urbain. Personnellement, je ne suis pas urbaniste, mais je suis agronome, donc je devrais normalement plutôt défendre la conservation des sols. Mais je trouve quand même, bien sûr, la solution n'est pas réglée en totalité, hein, il y a beaucoup de problèmes, mais pour moi, ça a permis quand même de rendre la ville de Ouargla beaucoup plus agréable. C'est-à-dire en 2001, il y avait un seul centre-ville et actuellement, il y a 3 centres-villes et 2 autres en construction. C'est vrai que ça a donné un grand étalement urbain. Il faut 40 minutes pour traverser toute la cuvette maintenant.
mais je trouve que quand même ça permet de rendre la ville beaucoup plus agréable, à condition, bien sûr, je comprends bien, entre la France et l'Algérie, enfin le Sahara algérien, il y a la possibilité de faire cet étalement urbain, il y a de l'espace, il y a des terrains. Mais on dit beaucoup qu'en France, il y a beaucoup de place, hein, ce qui est vrai. Voilà, alors justement, juste ma question, est-ce que vraiment l'étalement urbain est une question, enfin, il faut lutter contre l'étalement urbain? Non. D'accord. Non, l'étalement urbain, c'est un symptôme. C'est un symptôme d'un mode de production de la ville. Donc moi, j'ai pas de enfin, je connais pas le territoire, donc j'ai aucune prétention à donner des leçons. Et c'est pas l'objet de mon intervention à quiconque. Mais alors encore moins sur un territoire que je connais pas. Même si voilà, j'ai quand même pas mal bossé, y compris dans le Maghreb et notamment comme urbaniste ou dans des pays en développement rapide. Et c'est évident que quand on est sur un développement rapide, qui soit lié à une démographie ou qui soit lié, par exemple, à un événement de l'histoire comme un développement pétrolier, etc., c'est souhaitable ou pas. En tout cas, c'est un fait. Voilà. Moi, ce que je retiens quand même de ces expériences-là, c'est que, on est bien souvent sur des modes d'urbanisme qui sont non régulés. Mais qu'en fait, on est sur des modes d'urbanisme qui sont très proches du régulé. C'est-à-dire qu'on fait semblant de réguler la ville en France. On fait des infrastructures routières pour construire en disant non, c'est juste parce qu'on a besoin de répondre aux enjeux de mobilité des résidents. On ne touchera pas au territoire agricole. Et puis, vous revenez 15 ans après, vous avez des zones d'activité qui sont étalées autour, etc. Alors, on dit que dans les pays en développement, ce n'est pas régulé, les gens ne respectent pas le droit. Nous, on respecte le droit, donc c'est un peu plus lent. Mais c'est la même chose. La ville suit l'infrastructure. L'infrastructure n'est pas neutre. Voilà. Moi, c'est ça que j'ai gardé en tête en travaillant sur du bidonville. Moi, j'ai fait du déménagement de bidonville. J'ai commencé mon premier exercice d'urbaniste, c'était ça. C'était de construire des chiottes dans des bidonvilles. Donc, la ville spontanée, je vois un petit peu. Je pense qu'il ne faut par contre pas être naïf sur la façon de le faire. Est-ce qu'on est en train de gérer une extension ponctuelle? Est-ce que finalement, on ne va pas avoir aussi des effets de masse qui font qu'à un moment, vous faites un étalement respectueux, hein, sauf qu'à un moment, il y a tellement de bagnoles en circulation que ça ne marche plus. Ouais. Non et là, on se dit, ah non, il faut élargir la route. Et c'est là où on rentre sur le cycle. Et c'est là où ça ne marche plus. Et puis, quelle est la capacité de cette ville qu'on crée d'un coup? S'il faut la créer, créons-la. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'étalement urbain. Je dis qu'il faut donner la priorité à la transformation de l'existant. Ce n'est pas toujours possible. Et notamment dans des métropoles dynamiques, y compris en France, dans des territoires où il y a des sommes de contraintes, etc. etc. Une fois qu'on a donné la priorité, comment on fait une ville qui saura évoluer derrière? C'est-à-dire, est-ce qu'on a fait une trame urbaine qui pourra permettre de passer du duplex à des petits collectifs, d'avoir des duplex qui viennent gagner des étages, etc. Ce qui est l'intelligence d'un certain nombre de trames urbaines qui ont été développées, notamment au Maroc, une capacité à un moment à se densifier de façon progressive, plutôt que d'avoir une forme fixe qui est bien à un moment, mais qui 20 ans après est complètement obsolète. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que l'enjeu, ce n'est pas étaler ou pas, c'est travailler, c'est avoir un sens des priorités, et ensuite, quand on étale, quand on crée la ville ex nihilo, d'avoir une ville qui soit évolutive et en capacité de s'adapter en continu et pas bloquée. Ok, merci. Ok. Pour respecter un petit peu le temps qui était imparti à la conférence et aux échanges, une dernière question alors formulée par Alexandre qui n'a pas de micro. Donc, on va revenir sur un point évoqué précédemment. Il dit, dans un contexte où il y a de plus en plus de familles qui continuent à s'installer dans le périurbain, d'autant plus que la population générale va s'accroître durant les prochaines décennies, comment ne pas assister à une augmentation de cette consommation d'espace? En exploitant l'espace qui existe déjà. Là, je suis en train de parler de la France, sur lequel on n'est pas face à des vagues massives, même si on ne sait pas de quoi il fait demain. On a un bon exemple, c'est Leipzig s'est organisé pour gérer la décroissance, une décroissance de population importante, tellement bien organisée, c'est-à-dire qu'ils ont accepté la décroissance, ils ont trouvé un modèle pour se développer sans croître, et ça a tellement bien marché qu'ils connaissent aujourd'hui une croissance de population, ce qui n'était pas du tout le but. Donc une forme d'échec finalement dans cette gestion de la décroissance.
Voilà, pour moi, il y a énormément de terrain et de potentiel disponible dans le périurbain. Et je le répète, l'avenir est au périurbain, mais au périurbain d'aujourd'hui, déjà là, qui a une capacité de réinvention importante. Il faut faire projet dans ces espaces, que ce soit dans les zones, dans le périurbain d'activité, dans les zones commerciales, mais aussi dans les lotissements. Ce n'est pas que rajouter des maisons là où il y a des maisons, c'est rajouter du service là où il n'y a que des maisons, c'est rajouter des maisons là où il n'y a que du service, etc. C'est rapprocher l'emploi, c'est mailler de façon à pouvoir laisser la voiture au garage. Il y a une capacité de réinvention absolument formidable. Et il se trouve, y compris on l'a vu dans la crise, qu'il y a une capacité d'appropriation et d'initiative qui est aussi formidable, avec des élus responsables auxquels il faut aussi faire comprendre que ce modèle de toujours la marche en avant, ben, on va juste au mur et on est déjà dans le mur. Oui, bon, merci pour cette conférence très, très riche et très dense, quoi. Moi, je voulais juste poser une petite question. D'ailleurs, ça a été dit, mais en filigrane, c'est la question de la gouvernance, quoi. Je dis ça en rebondissant sur l'exemple de l'école que vous avez donné, quoi. Pour ma part, on a eu ce genre d'expérience. On a même permis plutôt aux enfants du quartier d'utiliser les terrains de sport après leurs cours, quand l'école était fermée. Mais le premier problème qu'on a rencontré, c'était la question de la responsabilité, quoi. Bien sûr. Et donc, quand on ouvre justement des équipements comme ça, alors dans l'administration marocaine, c'est une fois qu'on a fini les heures de travail, tout aura être fermé et tout, quoi. Et moi, je crois que tout ce qui a été développé là, ça suppose aussi une certaine gouvernance, quoi, de la ville, quoi. Une certaine récupération, on va dire, de la ville par ses citoyens également, quoi. Pour vraiment pouvoir gérer ces équipements alors qu'ils sont sous la tutelle ou sous la responsabilité d'organismes particuliers, quoi. La petite expérience qu'on a eue, on a poussé même le raisonnement plus loin de façon à ouvrir même l'école pour qu'elle devienne un raccourci, genre d'espace public que tout le monde peut traverser, quoi. Mais on a été toujours confronté à cette question de la responsabilité, notamment si jamais il y a un enfant qui se blesse au sein de l'école, qui en est le responsable, quoi, alors qu'il fait pas partie de cette école-là, quoi. Et puis, moi, ce que j'ai retenu aussi, c'est... Enfin, je retiens plutôt, j'étais assez sensible à la question de l'intensité des usages, quoi. Moi, je crois... Bon, ça rejoint évidemment le problème de la gouvernance, quoi. Mais ça peut être vraiment la solution plutôt à l'étalement urbain, quoi. Ou à la limite, à ce moment-là, l'étalement urbain, il ne se pose plus comme un problème en tant que tel, Exactement. étant donné que, justement, on va multiplier ces centralités ou l'urbanité, plutôt, elle est intensifiée, quoi. Ben, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Alors, juste peut-être un point centré sur cette question de la responsabilité et de l'organisation. En fait, moi, ce que je constate, on a ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle les trois sorcières, hein. C'est l'architecte des bâtiments de France, oui, l'assureur et le contrôleur technique, hein, qui servent à justifier l'immobilisme dans tous les cas. Dans tous les cas. Moi, ce que je constate simplement, c'est que, et c'est pour ça que je vais voir les pionniers, c'est que ces pionniers qui ont fait, ils ont trouvé la solution. Et quand on parle, vous savez, il y a deux types de personnes. Il y a les gens qui cherchent les problèmes et il y a les gens qui attendent que les problèmes arrivent pour trouver des solutions. Donc le oui mais, hein, c'est ce qui tue aujourd'hui toutes les initiatives, sauf qu'aujourd'hui, on s'arrête à ça parce que quelque part, on va reconstruire un bâtiment à côté et ce n'est pas grave. Hein, et c'est pas grave parce que c'est comme ça fait tourner la machine économique. On peut plus se permettre ça. Donc ça veut dire qu'il faut rentrer dans la complexité. Et la vraie complexité, c'est pas une complexité technique, c'est une complexité des hommes et des femmes qui font projet. C'est une complexité des hommes et des femmes, oui, des citoyens, mais des hommes et des femmes qui composent ces organisations qui bloquent aussi. Hein, et donc, il faut rentrer là-dedans. Moi, c'est pour ça que je vais voir les pionniers, parce que la dernière fois, j'étais avec un promoteur qui me parlait justement de cette question des ressources et des matériaux et qui me disait, oui, c'est intéressant ton truc de réemploi, moi, j'aimerais bien faire ça, mais les assurances. Je dis, écoute, moi, je n'ai pas la réponse, je ne suis pas spécialiste. Par contre, voilà le 06 de quelqu'un qui l'a fait et tu lui demandes comment il a trouvé. 6 mois après, il m'appelle, il m'a dit, ça y est, on bosse ensemble. Parce qu'il n'y a pas de problème. Parce que quand vous demandez à un juriste de trouver une solution, il peut en trouver une dans le droit existant. Et bien souvent, on a l'impression qu'il faut changer la loi pour pouvoir bouger, alors qu'en fait, on sait déjà faire. On a déjà les outils qu'on peut mobiliser à partir du moment où on se donne les moyens de chercher tout ça. Et parfois aussi,
affronter certains problèmes. Moi, je prône plutôt le contournement des problèmes que le fait d'affronter les problèmes. Parfois, ça veut dire contourner des gens, etc. Donc, c'est ce qu'appellent, comment ils appellent ça les Belges, c'est des coalitions. Ce n'est pas des associations, ce n'est pas des groupuscules, ce n'est pas des crypto-communistes ou des islamo-gauchistes. Hein. On est sur une forme d'alliance qui est une forme d'alliance d'intérêt, hein, sur lequel on a intérêt pour un projet à se coaliser entre privés, entre publics, etc. Et ils savent faire ça très bien à un niveau individuel, c'est-à-dire en travers des organisations, parce qu'on a des institutions qui sont tellement lourdes que de toute manière, elles ne bougent pas. Et donc, il y a une capacité, une prise d'initiative là-dessus au travers de coalitions qui sont opportunistes pour faire projet. Et là, on arrive à trouver les solutions. C'est pour ça que je documente et je fais parler les pionniers, mais dans le détail, hein, c'est quelles règles juridiques vous avez mis en place et la responsabilité, comment vous faites, etc. De façon à ce que ceux qui ont envie de le faire, ils puissent le faire. Moi, visiblement, il y a une démarche sur l'ouverture des écoles, des cours d'école à Marseille, Sam Cohen là, qui en parle dans le chat. Moi, ça m'intéresse d'avoir votre retour d'expérience. Et dans le retour d'expérience, c'est la solution et le problème. C'est à quel problème on s'est affronté, etc. Donc, mais on voit bien qu'il faut avoir envie. Et pour faire ces transformations-là, ces transformations humaines, il faut comprendre pourquoi on les fait. Vous voyez, il y a un lecteur de mon bouquin qui est devenu élu dans une commune dont je ne parlerai pas. Et sa première décision, ça a été d'annuler le projet de construction d'une maison des associations. Première décision. Et il a dit non. En fait, tout le fric qu'on voulait mettre là-dedans, on va le mettre dans l'école qui est juste à côté. On va faire la réhabilitation de l'école et on va se démerder pour ouvrir l'école le soir de façon à ce qu'elle serve de maison des associations. Mais je ne veux pas avoir une école qui est délabrée, qui est vide, à côté d'une maison des associations qui est pleine que le soir. Et dans la journée, j'ai des gamins dans l'école délabrée et une maison des assos qui est vide. Bon, ben voilà, économie de ressources, moyens, beaucoup de complexité, un lecteur en plus du bouquin, et c'est une très bonne chose, et il s'est débrouillé. Et je ne sais pas où ils en sont, et on va documenter ça pour trouver la solution. Parfait. Belle conclusion, je trouve, moi. Donc, lisez le bouquin, abonnez-vous à la newsletter dixit.net. Voilà. Le bouquin, il est là. Inscrivez-vous sur dixit.net pour la newsletter, je vous l'assure. Bon, Sylvain, un immense merci pour cet échange très merci à vous pour la production urbaine et ses symptômes et la manière de trouver des solutions face à ces symptômes-là. J'espère qu'on aura l'occasion de poursuivre les échanges stimulants que tu nous as proposés aujourd'hui, notamment parce que dans le cadre de la chaire, on voit comment il y a des tas de choses qui viennent en résonance avec ce que vous développez sur votre plateforme, notamment à propos de penser finalement la problématique des transitions et la manière de questionner la fabrique de la ville, mais aussi du côté des pistes que l'on peut mettre en œuvre pour faire avancer les choses et faire bouger les lignes.